Première séance du semestre. Est-ce qu'il y a des gens qui passent l'examen en janvier? Est-ce qu'il y a quelques... Alors, vous venez me voir à la fin du cours, puis comme ça, je vous explique. Ok, donc je finis très rapidement le truc sur Pascal, puis le but, c'est d'arriver au XVIIIe siècle pour la fin de ce cours. Alors, pourquoi ce serait intéressant d'arriver au XVIIIe siècle? Parce que finalement, on n'a pas parlé du sens de la vie, du tout. Enfin, l'idée, c'est vraiment de montrer, bah, vous voyez qu'en gros, depuis l'Antiquité, tout le monde est d'accord sur le fait que le but de votre vie, c'est d'être heureux. C'est-à-dire, on a vu plein d'auteurs à travers l'Antiquité, le Moyen Âge, même Pascal finalement dit voilà, hein, tout ce que je sais, c'est que je cherche le bonheur. Après, le bonheur, c'est Dieu, il n'est pas là, ça c'est un autre problème, hein. Mais en tout cas, c'est assez clair que l'être humain cherche le bonheur, et en fait que toutes ces actions ne cherchent que le bonheur. Si vous avez une thèse encore plus forte, que tout ce que vous faites, c'est en vue de cette fin ultime qui est le bonheur. Et en fait, ce qu'on verra le semestre prochain, pour ceux qui seront là, c'est que ça va changer au XVIIIe siècle. Il va se passer quelque chose entre le passage du XVIIe au XVIIIe qui fait que le bonheur, en fait, est une idée qui va perdre de sa superbe en philosophie. Alors, je sais bien, on dit le bonheur est une idée neuve en Europe, tout ça, c'est le XVIIIe siècle, mais c'est à ce moment-là que les philosophes commencent justement à se dire peut-être qu'il y a autre chose que le bonheur, à partir du moment où tout le monde commence à s'y s'intéresser. Du coup, il y a un contexte historique assez intéressant qui passe en partie par les Lumières. Alors, pour finir sur Pascal, donc, ce qu'il faut retenir de Pascal, c'est ça. La présentation que Pascal donne de l'être humain, c'est un être qui est déchiré entre deux tendances, hein. La nature, l'humain tel qu'il devait être, sa nature originelle, et l'humain tel qu'il est maintenant. Et il utilise ça comme grille de lecture pour tous les phénomènes, y compris pour la philosophie de la connaissance et l'épistémologie. Ah, ça explique pourquoi, pour Pascal, l'homme recherche le bonheur mais ne peut pas l'atteindre, hein. Il est fait naturellement pour trouver son bonheur dans la contemplation et la compagnie de Dieu. Et Dieu n'est plus en lui. Avant, il avait en lui la force de se tourner vers Dieu de son propre libre arbitre. Mais depuis le péché originel, il n'a plus en lui cette force de choisir par lui de se tourner vers Dieu. Donc c'est à Dieu de lui donner la grâce qui lui permettra de se tourner vers Dieu. Donc votre vie est par nature, sauf si vous avez reçu la grâce, misérable, bien sûr. Et ça s'exprime dans deux thèmes que je vais présenter avant de finir Pascal. Donc, le divertissement, on en avait un petit peu parlé. Ça, c'est une chose que les gens ont beaucoup retenu de Pascal, hein. Si vous regardez n'importe quelle émission de, je sais pas, radio, France Culture, RTS sur Pascal, on va parler du divertissement parce que c'est vraiment le truc que les gens ont retenu. Alors, ça, c'est intéressant parce que pour nous, divertissement, hein, tout ce qui est divertir, ça fait référence à s'amuser, hein, mais avant tout, divertissement, c'est la même racine que diversion, hein. L'idée, c'est que c'est avant tout quelque chose qui n'est pas là pour nous amuser, mais pour nous faire penser à autre chose. Après, c'est rentrer dans l'usage que euh, c'est quelque chose qui est amusant, mais à la base, la racine de divertissement, c'est ce qui détourne votre esprit. Donc l'idée de Pascal, c'est vraiment toutes les actions humaines, quasiment, que ce soit d'aller jouer au poker le soir, on va voir, c'est très important. Pascal a joué beaucoup aux jeux d'argent et aux jeux de cartes. C'est une grande partie de sa vie, ou que ce soit de déclencher une guerre avec le pays d'à côté. Tout ça, finalement, trouve dans la même racine, il faut faire quelque chose, et pas juste quelque chose comme ça. Il faut faire quelque chose où il y a des enjeux, il y a des stakes. Et vraiment, Pascal a toute une théorie sur le fait que bah, si vous jouez au poker mais sans miser de l'argent, ça va pas autant bien marcher que si vous misez vraiment de l'argent, parce qu'il faut vraiment que vous soyez engagé dans la partie pour vraiment oublier que votre vie est misérable et mortelle, hein. Donc l'idée du divertissement, c'est ça. La plupart des actions humaines sont accomplies dans le but de se détourner du fait qu'on est mortel et que notre vie est privée de Dieu. Alors, du coup, hein, ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, même si c'est ce que vous faites, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, on arrive à un dernier argument qui est très connu, c'est le pari de Pascal, hein, qui introduit un peu ce qu'il faut faire selon Pascal. Donc, là aussi, le pari de Pascal, c'est le deuxième truc le plus connu avec le divertissement sur Pascal. Et il faut voir que le pari de Pascal, ça vient du fait que bah, Pascal est un mathématicien qui a beaucoup joué au jeu d'argent. Voilà. Et il se trouve que Pascal va poser la base de la théorie des probabilités parce que il va essayer de résoudre un problème mathématique qui s'appelle le problème des parties. Alors, c'est un problème qui est posé par un homme qui s'appelle le chevalier de Méré, qui a un vrai problème. Imaginez, vous êtes un aristocrate et vous jouez au jeu d'argent régulièrement avec vos amis, hein. Imaginez, vous avez misé telle somme d'argent et le jeu se joue en 5 manches, par exemple. Et là, dommage, le roi vous appelle en plein milieu du jeu, vous avez gagné 3 manches. L'adversaire avait gagné 2 manches, et rappelez-vous, hein, c'est le premier qui remporte 5 manches qui a gagné. Comment est-ce que là, on doit arrêter la partie quand même? Comment est-ce qu'on distribue l'argent?
Est-ce qu'on donne 3/5 à la personne qui a remporté 3 manches et 2/5 à la personne qui a remporté 2 manches? Voilà, ça c'est un vrai problème, un vrai problème mathématique qui est posé à l'époque, avec des enjeux concrets, hein. Comment est-ce qu'on distribue le pognon qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la partie? Et c'est en essayant de répondre à ce problème de mathématiques que Pascal pose la base des probabilités et qu'il pose les bases de ce qui va être l'argument justement du pari de Pascal. Là, c'est une citation de Poisson, qui est un mathématicien qui parle de cet épisode, hein. Il dit: un problème relatif au jeu de hasard proposé à un austère janséniste par un homme du monde a été l'origine du calcul des probabilités. Mais rappelez-vous, Pascal n'a pas toujours été un austère janséniste, il a aussi beaucoup joué à ces jeux-là, donc il est familier. Alors, qu'est-ce que c'est la solution de Pascal? En gros, c'est d'imaginer quelque chose comme ça, que vous avez déjà fait, c'est de décomposer tous les chemins de probabilité. Donc là, imaginons que pour simplifier, parce que sur la diapo, que on joue un jeu où le premier qui a gagné 3 manches a gagné, et les personnes doivent arrêter quand le joueur A a gagné 2 manches et quand le joueur B a gagné qu'une manche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 2 tiers de la somme au joueur A et 1 tiers de la somme au joueur B? Bah, Pascal dit non, en fait, il faut envisager toutes les possibilités et calculer ce qu'il va appeler les probabilités, hein. Donc là, par exemple, à partir de cela, il y a une chance sur deux finalement que A remporte la manche. Là, il faut lire B égale 1, je me suis trompé. Que A remporte la manche et finalement il gagne tout. Mais il y a une chance sur deux finalement que B remporte la manche, donc il soit égalité. Et à partir de là, il y a une chance sur deux que A gagne et une chance sur deux que B gagne. Et donc ce que dit Pascal, c'est finalement dans l'arbre des possibles, il n'y a qu'une chance sur quatre que B gagne. Donc en fait, il faudrait répartir l'argent à 3 quarts pour le joueur 1 et 1 quart pour le joueur B. Voilà. Malgré l'impression qu'on pourrait avoir qu'il soit 2 tiers pour A et 1 tiers pour B. Il dit non, si on fait vraiment l'arbre des probabilités, on arrive à ce résultat-là. Et donc, il introduit cette notion de probabilité et ce qu'on appelle l'espérance ou l'utilité espérée. Qu'est-ce que c'est l'utilité espérée en mathématiques et théorie de la décision? C'est l'idée que qu'est-ce que vous pouviez attendre comme somme? En gros, l'idée, c'est que là, B avait une chance sur quatre de gagner la somme. Donc, son utilité espérée, c'est 1 quart de la somme. Donc, il mérite de remporter 1 quart de la somme à ce niveau-là. Alors pourquoi c'est important? Ben, parce que Pascal va développer ça, enfin il le développe comme ça pour résoudre ce problème. Après, ça va être repris effectivement en mathématiques très fortement. Mais c'est ce qu'il utilise dans son argument célèbre en faveur pas de l'existence de Dieu, mais en faveur de l'idée qu'il est plus raisonnable de croire en Dieu finalement. Alors encore une fois, hein, c'est l'idée que c'est pas qu'il prouve Dieu, c'est de dire que voilà, c'est pas irrationnel de croire en Dieu. Il a déjà prouvé d'autres façons, mais il le prouve d'une autre façon. Et cet argument, c'est le fameux pari de Pascal. Alors, qu'est-ce que c'est le pari de Pascal? Est-ce que j'ai un truc? C'est très simple. Voilà, il dit voilà, il y a deux cas. Il y a Dieu existe et Dieu n'existe pas. Ok, ça, c'est vrai. Supposons que c'est les deux cas possibles. On ne sait pas quelle est la probabilité. Pascal dit on n'a pas besoin de se prononcer sur quelle est la probabilité que Dieu existe. Il faut juste dire qu'elle est non nulle. Elle peut être infiniment petite, mais on sait qu'elle est non nulle. Elle n'est pas logiquement impossible. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes possibilités? Si Dieu existe et que je crois en Dieu, et que j'ai été un bon chrétien, eh ben, je peux gagner une infinité de béatitudes. Alors, il traite l'infinité comme une quantité, ce qui est un peu embêtant, mais il faut le faire comme ça. Donc là, j'ai une infinité de bonheur si je suis dans cette case-là. Mais si Dieu existe et que je n'ai pas cru en Dieu et que je me suis comporté comme un malandrin, un mécréant, eh ben, j'irai en enfer et donc j'aurai une infinité de malheurs. Ça, c'est quand même assez embêtant parce que c'est quand même beaucoup une infinité de malheurs. Maintenant, si Dieu n'existe pas et que j'ai cru en Dieu et que je me suis comporté en bon chrétien, moi, j'ai eu une vie terrestre à peu près normale, qui a une valeur finie, on va appeler ça V. Et si Dieu n'existe pas et que je n'ai pas cru en Dieu, ben, j'ai aussi finalement vécu une vie terrestre normale, qui a une valeur finie, peut-être pas exactement la même que celle-là, mais pas non plus très loin au regard de l'infini, quoi. Donc son argument, c'est que si on calcule l'espérance, l'efficacité espérée, finalement, le meilleur pari, c'est de croire en Dieu, parce que dans ce cas-là, j'ai soit une vie avec une valeur normale, soit une infinité de bonheur. Et si je ne crois pas en Dieu, ben j'ai soit une vie normale, soit une infinité de malheur, hein. Et le calcul, il est quand même assez vite fait. Ce qui est rationnel, c'est de choisir cette case-là. Et voilà, il est plus rationnel d'essayer de croire en Dieu, d'essayer de faire que Dieu. Alors vous voyez, c'est un peu l'application de ce qu'il fait dans le cas des paris à la croyance en Dieu. Euh, alors, comme le dit Pascal, en plus, il y a pas, c'est pas comme une partie où vous pourriez dire non, non, on ne joue pas, hein. Vous êtes déjà embarqué, comme dit Pascal, hein. Vous êtes déjà coincé dans la partie, vous devez parier, hein. Vous n'avez pas le choix. Donc là, le choix le plus raisonnable, finalement, ça va être de croire en Dieu. Alors, bon, il y a plusieurs arguments, problèmes à cet argument. Je ne vais pas rentrer dedans parce que vous pouvez le trouver facilement. L'idée, c'est que finalement, bon, c'est pas évident qu'il n'y a que deux possibilités, quoi.
il est aussi logiquement possible sur la carte que il existe un être qui déteste les chrétiens et qui voue les chrétiens à des affres horribles si jamais vous êtes un bon chrétien. C'est logiquement possible, c'est sur la carte. Et l'idée, c'est que comme la valeur de douleur et de plaisir est infinie, la probabilité de cette possibilité ne compte pas parce que tout est multiplié par l'infini et n'importe quelle petite probabilité multipliée par l'infini, ça fait toujours l'infini. Donc là, il y a des objections, mais ce qui est plus intéressant, c'est que une objection qu'on fait souvent au pari de Pascal, c'est que il suppose quand même qu'on peut choisir de croire en Dieu. Ça paraît bizarre, quoi. Finalement, on ne peut pas choisir de croire. Alors c'est à la fois une bonne objection au pari de Pascal, mais c'est à la fois pas une bonne objection à Pascal parce qu'il l'a fait lui-même. Il fait oui, mais il imagine un dialogue avec l'athée qui lui dit oui, mais je peux pas croire comme ça là sur commande. Il fait oui, oui, bah oui, c'est la vie. Tout ce que je veux vous montrer, c'est deux choses. Déjà, en fait, finalement, le choix rationnel, c'est de croire en Dieu, et que donc, être athée, ça n'est pas le pinacle de la rationalité, selon Pascal. C'est le fait, vous êtes athée, vous voyez que ce serait plus raisonnable de croire en Dieu, mais vous n'arrivez pas à suivre votre raison et à croire en Dieu. C'est bien la preuve que vous êtes en proie à vos passions et aux vices, et que c'est pas un choix rationnel, l'athéisme, c'est juste un vice personnel. Donc, vous prenez l'argument comme vous voulez, mais c'est un peu ça qu'essaie de montrer Pascal. Si toi, l'athée, tu étais parfaitement rationnel, tu devrais réussir à croire en Dieu, maintenant que tu as vu que c'est le bon choix. Mais en fait, tu n'y arrives pas, tu es guidé par ta propre personnalité, par tes propres failles. Et alors, que propose Pascal? Il dit, voilà, en fait, tu ne peux pas croire en Dieu, mais tu peux commencer à faire comme si. Hein. Euh, voilà ce que dit Pascal. Que voulez-vous donc que je fasse demande l'athée. Il est vrai, mais appréciez au moins que votre impuissance à croire vient de vos passions, puisque la raison vous y porte et que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. Vous n'arriverez pas à vous convaincre par des arguments que Dieu existe, mais au moins vous pouvez travailler sur vous-même et être moins vicieux. Peut-être que Dieu vous parlera plus à ce moment-là. Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin. Vous voulez guérir de l'infidélité et vous en demandez les remèdes. Apprenez de ceux, etc., qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien. Ce sont ces gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et guéris d'un mal dont vous voulez guérir. Suivez la manière par laquelle ils ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même, cela vous fera croire et vous abêtira. Mais c'est ce que je crains. Et pourquoi qu'avez-vous à perdre? Mais pour vous montrer que cela y mène, c'est que cela diminue les passions qui font grands obstacles, etc. Donc en gros, il faut. Quel est votre. Maintenant que vous avez compris que vous êtes riche sans Dieu, que la meilleure solution, c'est de croire en Dieu, quel est le chemin? C'est pas de vous convaincre rationnellement par des arguments. Vous pouvez répéter l'argument ontologique de Descartes 10 fois dans votre tête, vous n'allez pas devenir plus croyant ou plus proche de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme si vous croyez, entrer dans les rites chrétiens, dans la communauté chrétienne, et au bout d'un moment, peut-être que ça va venir. En tout cas, ça calmera vos ardeurs, vos passions, et vous arriverez dans un état d'esprit plus réceptif à la foi, et peut-être, éventuellement, si Dieu a envie, à la grâce divine. Hein. Voilà, ça c'est la solution. Je ne sais pas à quel point elle vous inspire beaucoup, mais c'est vraiment ça que Pascal propose. Hein. Si vous ne croyez pas en Dieu, il faut essayer, mais il faut essayer en agissant, pas en essayant de se convaincre. C'est par l'action que ça passera. C'est forcément un choix binaire. Il ne peut pas y avoir d'incertitude. Alors l'idée de Pascal, c'est qu'on ne sait pas si Dieu existe, mais que, étant donné que s'il y a une petite possibilité qu'il existe, et que s'il existe, ce serait un bonheur infini, même s'il y a incertitude, ça reste le meilleur choix. C'est vraiment ça son argument. L'idée, c'est que Pascal introduit une méthode où on calcule le bénéfice d'un choix en multipliant le bénéfice par la probabilité que ça existe. Par exemple, quelle est pour Pascal la valeur de. Imaginons que je peux jouer à une loterie dans laquelle j'ai une chance sur 10 de gagner 1000 francs. Quelle est la valeur de cette loterie? C'est 1 sur 10 fois 1000, donc c'est 100 francs. Donc ce serait raisonnable de payer à peu près 100 francs pour jouer à cette loterie. Un peu moins de 100 francs pour jouer à cette loterie. Son idée, c'est voilà, l'existence de Dieu, c'est un sur sûrement beaucoup, on n'a pas de preuve que ça existe, mais comme on doit la multiplier par la récompense possible, ce qui nous arrive si Dieu existe et qu'on est proche de lui, qui est l'infini, la valeur de croire en Dieu est toujours infinie. Donc même dans un cas d'incertitude où on n'est pas sûr que Dieu existe, ce qui est rationnel, c'est de faire comme s'il existait. Est-ce que ça va comme ça? Donc ça ne demande pas une certitude, son idée justement, c'est de dire, même dans une incertitude extrême, la récompense pour croire en Dieu et la punition pour ne pas en croire s'il existe sont telles comparé à ce qu'on gagnerait ou on perdrait s'il n'existait pas, que c'est plus raisonnable de faire comme s'il existait. Parce que, ouais. Je ne sais pas de vous convaincre, mais de montrer un peu ce qu'est l'argument. Alors voilà, pour Pascal, pour finir, le dernier texte très connu de Pascal, c'est le Mémorial de Pascal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une très jolie histoire.
Donc, je vous ai dit, hein, Pascal a deux conversions au jansénisme, une qui est un peu plus formelle, où finalement, bon, toute sa famille se convertit, plus ses sœurs se convertissent au jansénisme, alors pourquoi pas lui, puis voilà quoi. Et puis une où il a une sorte d'expérience personnelle, où il devient vraiment, vraiment très croyant. Et il se trouve que quand, à la mort de Pascal, on a découvert que cousu dans son manteau, hein, dans la doublure de son manteau, il y avait un papier. Et c'est un texte qu'il gardait toujours sur lui, dans lequel, en fait, c'était les notes de son expérience mystique, en fait. C'est un texte assez intéressant, hein, qui va justement permettre de discuter quelque chose dont on a parlé très rapidement la semaine dernière. Donc, c'est voilà, l'an de grâce 1654, hein, c'est lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres martyrologes romains, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, c'est bien chronométré quand même, hein. Feu, voilà, en gros, voilà, l'expérience a lieu à ce moment-là. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Ça, c'est très important pour la philosophie de Pascal. Il y a une phrase très connue de Pascal où il dit voilà, Descartes, deux points, inutile et incertain. C'est un peu une note sur Descartes qu'on trouve chez Pascal. L'idée, c'est une des raisons pour ça, c'est surtout que le Dieu de Descartes, c'est rien. Enfin, c'est juste un être parfait. On a prouvé son existence, mais qu'est-ce qu'on sait sur lui? Est-ce qu'il aime les êtres humains? Est-ce qu'il nous promet le salut? Est-ce qu'il a envoyé son fils se sacrifier pour nous? Pas. Tout ça ne peut pas se prouver. Tout ça ne s'accepte que par la foi. Donc vraiment, ce qui fait la chair, au sens théologique même, hein, la chair du Christ, la chair du christianisme, c'est pas quelque chose qui peut être démontré rationnellement. Tout ce que peut prouver la philosophie, si elle prouve l'existence de Dieu, c'est un être assez abstrait, qui potentiellement a créé le monde, et puis basta, quoi. Hein, donc voilà, l'idée que ça, c'est une phrase qui est restée très longtemps dans l'histoire des sciences, hein, dans l'histoire de la philosophie, c'est de distinguer vraiment le Dieu des philosophes et des savants, qui est cette entité abstraite qu'on peut potentiellement prouver, on va pas rentrer dans le débat sur l'existence de Dieu, et puis vraiment le Dieu qui porte espoir, le Dieu qui a vraiment une incarnation, qui est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Hein. Donc, certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, ça c'est toute la description. Dieu de Jésus-Christ, meum et deum vestrum, ton Dieu sera mon Dieu, route. Oubli du monde et de tout hormis Dieu, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, joie, joie et pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Dereliquerunt me fontem, l'eau de la fontaine me manque. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle qu'ils te connaissent. Seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je l'ai fui, renoncé, crucifié. Je m'en suis séparé, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Voilà. Ça, c'est vraiment le texte qu'il portait tout le temps sur lui. C'est vraiment la trace de cette expérience fondamentale. Oui, Oui, Dieu de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. c'est compliqué. Il y a Père de Jésus. Dieu de Jésus. Non, parce que le Père, c'est pas Dieu, mais c'est pas Jésus-Christ. Enfin, dans le truc trinitaire, c'est que vous avez Dieu, Dieu et Jésus-Christ, Dieu et le Père, Dieu et le Saint-Esprit, mais aucun de ces trucs-là ne sont entre eux. Donc c'est le Dieu qu'annonce Jésus-Christ, le Dieu dont parle Jésus-Christ. De la même façon que le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu dont parlent les écrits. C'est dans le sens, c'est pas le Dieu dans lequel, voilà, c'est le Dieu qu'annonce Jésus-Christ, si vous voulez. C'est parce que vraiment, il y a cette idée que la chair de la religion se trouve dans les paroles des prophètes et de Jésus, pas dans ce qu'on peut prouver rationnellement, le fait qu'il y a un être parfait. Bon, voilà, c'est vraiment ça. C'est le Dieu tel qu'il est décrit dans ces paroles-là, parce que ça répond un petit peu. Mais oui, Dieu et Jésus-Christ, sinon ce serait une hérésie de dire le contraire, et les jansénistes ne sont pas des hérétiques, voyez. Oui. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais le directeur auquel tu fais allusion, c'est qui? Où ça? Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. C'est Jésus-Christ, c'est celui qui le dirige. C'est à Jésus-Christ et à mon directeur. Alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. C'est pas une personne humaine, là. C'est soumis, parce qu'il y aura pas il y a pas de soumission totale à une personne humaine. La seule soumission totale, elle se fait à Dieu. Jésus-Christ, c'est le berger, c'est celui qui guide. Voilà. Ouais, c'est celui qui montre la direction. Ouais. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est un texte assez connu, avec certaines citations qui sont quand même pas mal restées. Et c'est assez intéressant quand même de savoir qu'il se promenait tout le temps avec. Donc, ça permet de jeter un meilleur lumière sur son état d'esprit quand il écrit les pensées. Et donc voilà, maintenant on va arriver au XVIIIe siècle, et comme je disais, on va s'arrêter là pour ensuite, au second semestre, on va faire énormément XVIIIe, XIXe et un peu de XXe, parce que bon, hein, là on a fait
littéralement 2000 ans à ouais, 2100 ans en un semestre, puis après, il nous faut un semestre de plus pour faire 3 siècles. Parce que bon, bah, les idées, le rythme des idées avance, puis elles sont aussi plus proches de nous, donc elles sont forcément plus pertinentes, celles qu'on va voir. Et aujourd'hui, on va parler d'une époque dont vous n'allez pas beaucoup entendre parler dans le reste de vos études, c'est les Lumières françaises. Les Lumières françaises, probablement que pour beaucoup d'entre vous, votre première rencontre avec les philosophes à l'école, ça a été le cours sur les Lumières françaises, le cours d'histoire, Voltaire, Rousseau, tous ces trucs-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, à part Rousseau, pour des raisons qu'on discutera, tous les philosophes français, vous n'allez pas en entendre des Lumières, vous n'allez pas en entendre parler beaucoup au cours de vos études de philo. Et il y a une raison pour ça, qu'on va expliquer aujourd'hui. Même si, historiquement, ils sont très importants. Mais pour l'histoire de la philosophie, ils le sont moins. Euh, mais il y a une raison. Alors, du coup, je vais vous présenter le siècle des Lumières. Donc, on passe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est très différent du XVIIe sur un tout un tas d'aspects. Euh, alors déjà, il y a un changement dans les idées politiques, deux grandes choses importantes. On va voir, c'est des choses qui dominent le XVIIIe siècle et l'histoire de la philopolitique. Il y a ce qu'on appelle la glorieuse révolution en Angleterre. Donc je pense que vous avez tout le temps entendu parler de ça, hein. Les Anglais font deux révolutions. La première finit dans une guerre civile et la restauration de la monarchie. Donc ça n'est pas la glorieuse révolution. Et la deuxième, c'est la glorieuse révolution qui ne tue personne, enfin pas de roi, mais enlève les rois du trône pour les remplacer par un nouveau roi et une nouvelle reine qui accepte une monarchie constitutionnelle dans laquelle le pouvoir du roi est largement diminué et dans laquelle les lois sont principalement votées par les deux chambres anglaises. Et ça intéresse beaucoup les Français, hein, parce que la France aussi sort d'un cadre très particulier. En 1715, c'est la mort de Louis XIV. Il faut vraiment voir que Louis XIV, c'était le souverain le plus absolu d'Europe. Vraiment, celui qui a le plus concentré les pouvoirs, hein. Il faut voir que la norme, en fait, dans la monarchie, ça a toujours été le roi qui bataille contre les autres, contre d'autres formes de pouvoir, comme les nobles, l'aristocratie, dans une sorte d'équilibre. Et vraiment, Louis XIV, après Louis XIII qui avait amorcé le mouvement, c'est celui qui a réussi à absorber la plupart des pouvoirs, hein. Et en plus, donc c'est vraiment un symbole de l'absolutisme, mais il faut voir que Louis XIV vit très longtemps, hein. En plus, faut voir que c'est une monarchie absolue. Et pour les gens de l'époque, je crois qu'il meurt un peu après 70 ans. Pour l'époque, c'est pas mal vieux, sauf qu'il a commencé assez jeune. Donc on sort de plus ou moins 50 ans d'absolutisme. Ça fait quand même un demi-siècle. Et donc, pour l'histoire d'un siècle, ça fait quand même une grande différence. Donc Louis XIV meurt, il n'a pas d'héritier valide tout de suite. Donc il y a une régence qui est dirigée par Philippe d'Orléans qui, relativement à ce qu'il y a avant, laisse plater une sorte un peu de libéralité, si vous voulez, de laisser faire. Très relatif, hein. Mais on est quand même dans une époque où justement, ben, on est très réceptif aux idées qui viennent d'Angleterre. On va y revenir. Alors, il y a un changement dans le contexte économique. C'est un siècle qui est beaucoup plus riche dans la première partie du XVIIIe siècle que le siècle précédent. Alors déjà, il y a tout ce qui est extension d'empires coloniaux, hein, qui ramène beaucoup de richesses en Europe. Et aussi, il se trouve qu'il y a une sorte de réchauffement. Le XVIIe est plus ou moins très froid par rapport au début du XVIIIe. Ce qui fait qu'en fait, les récoltes sont largement meilleures. Et ça paraît complètement idiot, mais ça fait une grosse différence. Et du coup, on a beaucoup d'argent. Et si on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut financer la culture. Non, mais tout ça s'enchaîne parfaitement, hein. Donc c'est aussi un siècle qui va être culturellement très riche parce qu'il y a du pognon à dépenser dans l'art, la littérature, la science. Tout ça est vital. Alors effectivement, comme ça amène un développement de la vie intellectuelle. Alors là, on parle vraiment que du cas de la France. On parlera des autres pays après les vacances et les examens. Donc vous savez, hein, vous avez tous appris ça. Il y a ce qu'on appelle les fameux salons, même si on n'appelle pas ça à l'époque, hein. Beaucoup de vie intellectuelle. Moyen Âge, toute la vie intellectuelle était vraiment dans l'université. Renaissance au XVIIe siècle, ça commence à se développer en dehors. Puis là, c'est vraiment l'idée que bah, tout le monde, tous les gens qui ont un peu d'argent ou un peu de noblesse, pour être cool, il faut avoir des intellectuels chez soi. Il faut organiser des dîners où on invite des poètes, des scientifiques, des artistes. Donc c'est hype de participer à la vie intellectuelle. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tout le monde amène sa petite graine, sa contribution. Donc beaucoup de sociétés savantes et d'académies sont créées, les salons où tout le monde discute. Alors il y a de la censure en France, hein. Tout ouvrage doit être approuvé par la censure royale pour être publié, mais on s'en fout. Parce que ce qui se développe énormément, c'est des circuits clandestins d'ouvrages. Donc il y a deux pays fondamentalement qui impriment massivement et qui ensuite vont écouler au marché noir en France. Il y a les Pays-Bas et la Suisse, surtout Bâle en particulier. Tous les pays où il n'y a pas de monarchie, hein, qui sont plus ou moins libres, il y a vraiment une industrie qui se produit dans lequel on imprime et on va vendre en France.
Ce qui pose des trucs assez particuliers de l'époque, c'est évidemment si vous imprimez vos ouvrages à l'étranger, vous mettez pas votre nom dessus. Hein, donc la plupart des ouvrages connus de l'époque sont publiés pas avec le nom de l'auteur. Ce qui est assez marrant, hein, parce que bon, ça, c'est un peu on n'a pas tout, mais on sait qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont eu du succès, dont d'autres gens ont écrit des suites. Bah oui, c'est un ouvrage qui a du succès, que personne n'est officiellement l'auteur, pourquoi vous n'écririez pas la suite? Hein. Par exemple, il y a des suites à Candide, si ça vous plaît, qui ne sont pas du tout écrites par Voltaire. Euh, et surtout pour vous vraiment vous demander, pour vous donner un peu l'impression de comment est lue la philosophie à l'époque, bah, les gens qui impriment des trucs au noir, il y a deux genres de livres qu'ils impriment. Ils impriment de la philosophie, mais ils impriment aussi des romans érotiques et de cul, parce que ça aussi, ça ne passe pas la censure royale. Et du coup, une idée de génie se fait. Voilà, les marketeurs de Bâle et du Pays Bas se disent, tant qu'à faire, pourquoi on ne ferait pas des bouquins où il y a les deux? Hein, donc, beaucoup de philosophie est consommée à l'époque à travers des ouvrages, on va dire, libertins, qui sont des ouvrages dans lesquels les gens parlent de philosophie, puis baisent, puis parlent de philosophie, puis il y a vraiment des scènes très graphiques qui se suivent par des scènes de débats philosophiques. Donc vous avez par exemple Thérèse philosophe, c'est le plus connu, vous pouvez trouver le truc sur Wikisource, si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Puis c'est des trucs assez space, hein, c'est genre, petit chapitre, il y a un curé forcément avec une jeune fille, une jeune dame, non, une dame plutôt mûre sur ce chapitre-là. Elle lui fait, oui, j'aimerais tellement savoir qu'est-ce que c'est que la nature. Définissez-moi la nature. Puis si vous me donnez une définition satisfaisante, on fera des trucs. Puis alors là, il développe une définition, elle est très satisfaite, puis après, ils sont très satisfaits. Voilà, ça se passe un peu comme ça. Alors, cette littérature a des tropes mais assez intéressantes qui vous permettent de voir un peu l'esprit. C'est que le personnage principal de beaucoup de ces romans, donc là, vous avez Thérèse philosophe, sinon vous avez Juliette ou de la philosophie. Le personnage principal, c'est souvent une jeune fille. Alors pourquoi? Ben, c'est souvent des jeunes filles qui sortent du couvent. Euh, Parce que c'est super intéressant, les jeunes filles qui sortent du couvent, elles connaissent rien à la vie, dans tous les sens du terme. Donc on peut leur apprendre la vie en leur disant, oui, la religion, c'est des conneries, apprenez la philosophie, regardez, voici une preuve contre l'existence de Dieu. Et vous pouvez aussi leur apprendre la vie avec d'autres interactions. Donc il y a vraiment, voilà, la philosophie, ça devient un truc. Faut vraiment voir que c'est un âge de la philosophie, c'est cool en France. Hein. C'est pas des romans, c'est pas la critique de la raison pure. Ça se voit surtout à travers ce type d'ouvrage. Puis vous avez lu, alors pas ces trucs-là, mais vous avez lu les contes de Voltaire, par exemple. Hein. Les contes de Voltaire, c'est aussi des façons de présenter les contes et les romans de Voltaire, des idées philosophiques d'une façon quand même assez sympa. Et vous voyez que du coup, bah, tout le monde peut se. Voilà, philosophie, c'est plus la disputatio médiévale où c'est des gros nerds et tout le monde s'en fout. Hein. C'est des trucs cool. On fait des pièces de théâtre philosophiques, des romans philosophiques. On fait des discussions, des débats philosophiques devant tout le monde. C'est très chouette. Donc voilà, dans une vision très. La philosophie est un peu partout dans ce sens-là, dans la société française. Il y a des grandes œuvres, hein, bien sûr. Il y a l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein, vous avez déjà entendu parler, qui est ce grand entreprise justement de condenser tout le savoir possible dans des ouvrages accessibles pour rendre le savoir accessible bah, à ceux qui savent lire au plus grand nombre. Donc on est vraiment dans une entreprise de popularisation de la vie intellectuelle, même si popularisation, ça se limite quand même aux gens assez riches et aisés, mais voilà, ça se limite pas aux gens de l'université, aux gens qui peuvent lire Platon dans le texte, etc. On est dans un truc plutôt grand public. Et donc, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et qu'est-ce que c'est le siècle des Lumières? C'est l'idée les individus doivent s'émanciper en pensant par eux-mêmes, en faisant usage de leur raison. Et l'idée que développer le raisonnement, développer l'usage de la raison, permet aux individus d'être libres. C'est cette idée-là qui est au centre des Lumières. Ça permet deux types d'indépendance. Déjà, bah, la réflexion permet l'indépendance vis-à-vis du despotisme politique. Vous pouvez, en réfléchissant, vous pouvez voir que tel acte est injuste et qu'aucune chose ne pourrait légitimer le fait que l'État se donne le droit. Alors le truc qui est vraiment très très chaud à l'époque, c'est d'aller prendre vos biens, tout ce qui est un peu impôt qui est créé un peu comme ça à l'arrache en disant voilà, là, on va partir à la guerre, nouvel impôt, yo, let's go. Ça, c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup en gens. Il y a aussi il y a aussi la raison, ça vous donne une indépendance par rapport au pouvoir de l'Église, parce que ça vous donne aussi une indépendance intellectuelle par rapport à l'Église. Donc là, l'idée encore n'est pas forcément d'être contre la religion en soi, même si les Lumières françaises sont quand même hyper anti-religion par rapport à d'autres Lumières qu'on verra en plus. Hein, c'est les Lumières les plus anti-religieuses. Mais en tout cas, la plupart des Lumières s'accordent sur l'idée que la religion, telle qu'elle est pratiquée, sous forme de superstition, on va toucher la dent qui appartenait à tel saint, et puis on fait tel rituel pour se protéger de tel truc, puis on se signe avant de traverser la route pour pas se faire écraser par un carrosse, tout ça. Ça, c'est vraiment de l'obscurantisme dont il faut se débarrasser. Et si on garde une religion, il faut que ce soit une religion rationnelle.
Et il y a aussi l'indépendance intellectuelle vis-à-vis de la philosophie passée, hein. Il faut rejeter la vision du monde aristotélicienne, héritée de l'Antiquité, se mettre dans les sciences pour avoir une vision du monde beaucoup plus rationnelle, hein. Alors, il y a quelques citations de Diderot qui illustrent ça. Si je renonce à ma raison, je n'ai plus de guide. Il faut que j'adopte en aveugle un principe secondaire et que je suppose ce qui est en question. Le seul guide possible, c'est la raison, hein. Voilà ce que dit toujours Diderot, hein. Égaré dans une forêt immense pendant la nuit, ça c'est votre condition d'être humain, vous êtes égaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n'ai qu'une petite lumière pour me conduire, survient un inconnu qui me dit, mon ami, souffle ta bougie pour mieux trouver ton chemin. Cet inconnu est un théologien. Donc voilà, en gros, la seule chose, le monde est obscur, le monde est sombre, on ne le connaît pas, la seule chose qui l'éclaire, c'est la bougie de la raison, et ce que faire les gens qui veulent du pouvoir sur vous, comme les théologiens, c'est de vous dire, non, non, mais suis pas cette raison, suis la foi, l'instinct, alors que à partir du moment où vous ne suivez plus la raison, vous êtes forcément dépendant des autres. Vous êtes dépendant de la révélation que vous donne quelqu'un, vous êtes dépendant d'un gourou qui vous guide. La seule chose qui est vraiment, qui est vraiment vôtre, c'est la raison, c'est de penser par vous-même. Alors, ce qui va être intéressant, et j'espère avoir le temps de développer aujourd'hui, c'est que vous voyez, par contre, la raison, c'est une lumière pas super top, hein. C'est juste une petite bougie dans une forêt très sombre. Et ça, on va voir que c'est une grande différence entre la philosophie du XVIIIe siècle et le cartésianisme du XVIIe siècle. Descartes, c'était un peu, oui, la raison éclaire la nature du monde, c'est vraiment un spotlight de Mirador, hein, chez Descartes. C'est Dieu a mis en moi toutes les idées qui me permettent de comprendre la structure du monde, c'est bon, hein, laissez-moi un siècle, puis la science, c'est fini, on a tout compris. Le point de vue des Lumières, c'est la raison me permet de voir le monde, mais elle n'en éclaire qu'une toute petite partie. C'est le meilleur outil, mais il reste très faible et très modeste. Donc il y a une sorte de dévaluation, pas de dévaluation de la raison, c'est le truc que valorise les Lumières, mais l'idée qu'il y a une vision plus humble et modeste de la raison au XVIIIe siècle, et on va voir que c'est pour une certaine raison. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, une incarnation de l'idée des Lumières, quelque chose qui illustre très bien le projet des Lumières, c'est le roman qui s'appelle L'Ingénu de Voltaire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu pour aujourd'hui, mais voilà. L'Ingénu de Voltaire, ça raconte l'histoire d'un enfant breton qui a été perdu au Canada, parce que c'est l'époque où les gens vont en Amérique tenter leur chance, hein. Il a été élevé par les Indiens Hurons, donc les bons sauvages par excellence, et puis il revient en Bretagne, hein. Il arrive dans son village naturel d'enfance en Bretagne. Le village est attaqué par des Anglais protestants, puis il les fait tous partir en retraite. Il est un héros. Son oncle et sa tante reconnaissent que c'est effectivement lui, c'est effectivement leur neveu. Donc il est baptisé quand même et il reçoit un nom à la hauteur de ses exploits. Maintenant, il s'appelle Hercule de Kercobon, très breton, badass, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est le portrait que fait Voltaire de l'ingénu. La première partie du roman, c'est de montrer à quel point, parce qu'il n'a pas été élevé dans la société moderne, il est meilleur que les gens dans cette société. En gros, il dépeint vraiment des gens de Bretagne qui sont complètement perdus dans leur vision religieuse obscurantiste du monde, et lui est toujours la voix un peu de la raison. Il dit, bah, oui, mais je ne comprends pas pourquoi on ferait des choses comme ça n'a aucun sens. Donc le fait qu'il n'ait pas été élevé dans une certaine culture qui étouffe la raison au nom des principes religieux le rend meilleur, hein. Et voilà, donc on introduit par exemple un truc qui est vraiment un gag récurrent de la première partie du roman, c'est qu'on l'introduit à la Bible, il lit la Bible, il est très convaincu, hein, il prend ça comme un truc très historique. Et après, en fait, chaque fois que les gens font quelque chose, ils constatent que c'est pas comme dans la Bible. Il dit, voilà, mais pourquoi on ferait ça? C'est quoi? Quel sens ça a, quoi? Donc, il y a des trucs très triviaux, hein. Par exemple, à un moment, il doit se faire baptiser, puis il n'arrive jamais à l'église, personne ne sait où il est. Et en fait, il attend allongé dans la rivière. Il dit, oui, mais enfin, dans la Bible, il n'y a pas d'église, hein, je suis désolé. Les gens, ils font ça dans la rivière. Puis après, il y a des trucs un peu plus sulfureux, quoi. À un moment, il tombe amoureux de sa marraine, donc la personne qui a présidé à son baptême, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et on lui dit, mais pourquoi ça n'a aucun sens? Voilà, je l'aime, elle m'aime, allons-y. Puis c'est quoi le mariage déjà? J'ai pas bien compris. Puis on lui dit, oui, non, mais ça c'est parce qu'il fallait demander au roi ou au pape l'autorisation. Je comprends pas du tout le truc. Qu'est-ce que ces personnes ont à voir avec ma vie amoureuse et sentimentale? Donc il y a vraiment cette idée, voilà, il a ce point de vue qui lui permet de remettre en question des trucs qui sont acceptés et pour lesquels il n'y a pas de fondement rationnel. Mais il y a un peu ce côté, voilà, la culture, l'éducation telle qu'elle existe, elle peut nous rendre moins bons, moins rationnels, moins humains. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie du roman, que je vous encourage aussi à lire, c'est qu'à un moment, bah, il se rend quand même à Paris pour demander au roi l'autorisation d'épouser sa marraine. Comme il pose un peu trop de questions de ce genre-là, il est mis en prison parce que les gens pensent qu'il est protestant. Parce qu'il fait, oui, je ne comprends pas le pape, pourquoi on s'occupe, pourquoi on s'intéresse à la vie du pape. Donc forcément, voilà, protestant, hop.
Il finit en prison dans la même cellule qu'un janséniste, forcément. Et là, bah, le janséniste est quand même. Voilà. Bon, Voltaire n'est pas très tendre avec la théologie janséniste, hein, il y a beaucoup de blagues sur le fait que c'est nul. Mais par contre, comme c'est un janséniste, hein, et le stéréotype de l'époque, c'est qu'il est en prison avec tous ses bouquins de sciences et de littérature, et il est forcément très cultivé. Et donc là, il y a cette idée que bah, l'ingénu découvre les sciences et la philosophie, et la bonne philosophie, bien sûr, et ça le rend encore meilleur. Donc il y a vraiment cette idée que l'être, l'ingénu, c'est un peu l'homme sauvage. L'homme sauvage, il est meilleur que ce que les hommes cultivés qui ont été élevés dans l'obscurantisme, mais il n'est pas encore aussi bon que ceux qui ont été complètement éclairés par la raison et la philosophie, hein. C'est vraiment cette dualité de est-ce que la culture rend l'homme meilleur? Bah, ça dépend de quelle culture, ça dépend de quelle éducation, si vous voulez. Donc l'idée, c'est que l'ingénu, il n'est pas fini, il a vraiment besoin d'apprendre la bonne littérature, la bonne science, la bonne philosophie, mais en même temps, c'est déjà mieux que s'il avait appris la religion, par exemple. Voilà par exemple ce que dit le chapitre 14, hein. L'ingénu faisait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l'ordre. La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage, presque autant qu'à la trempe de son âme, car n'ayant rien appris dans son enfance, il n'avait point appris de préjugés. C'est presque cartésien si vous y réfléchissez, hein. Il y a une phrase qui ressemble beaucoup dans la première méditation où il dit Zut, il faut que je doute de tout parce que j'ai appris plein de trucs dans mon enfance et je ne sais pas si c'était vrai. Bon, bah lui, il n'a rien appris dans son enfance, donc lui, c'est un esprit complètement vierge, il peut être parfaitement rationnel, il n'est pas bloqué par des préjugés. Son entendement n'ayant point été courbé par l'erreur était demeuré dans toute sa rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute nos vies comme elles ne sont point. Il y a vraiment cette idée. Mais vraiment, dans l'être tel que vous voulez le décrire un peu Descartes, hein, parfaitement, il est à une sorte de point de départ originel. Il n'a pas eu de mauvaises idées, donc il peut acquérir les bonnes idées. Vos persécuteurs sont abominables, disait-il à son ami Gordon, qui est le janséniste. Je vous plains d'être opprimé, mais je vous plains d'être janséniste. Tout ça me paraît le ralliement de l'erreur. Dites-moi, dites-moi s'il y a des sectes en géométrie. Là, c'est un peu le truc classique de dire, voilà, en géométrie, on trouve la vérité, les gens, ils sont d'accord. La preuve que la religion, ça soit nul, c'est qu'il y en a plein de sectes qui sont en désaccord. Voilà, quand on suit la raison et qu'on accepte la vérité, les hommes tombent d'accord, hein. La dissension, c'est la preuve justement que tout ça n'est pas rationnel. Voilà, donc ça, je ne vais pas tout vous lire, mais tout ça, c'est des trucs qui montrent que voilà, pour se développer, l'ingénu, il a besoin des arts et des sciences pour atteindre son plein potentiel. Donc, c'est pas un rejet de la culture, c'est vraiment à ce moment-là que se développe, par exemple, justement, ce qui va se développer pas mal en Allemagne au 19e, cette idée que le développement humain demande une éducation spécifique, ce qu'on appelle la culture avec un grand C, le fait de cultiver l'être humain. Il faut avoir accès à une éducation, mais pas n'importe quelle éducation, une bonne éducation qui développe la raison de l'être humain. Tout ça, c'est vraiment l'idéal des Lumières. C'est encore ce qu'on retrouve plus ou moins dans les programmes pédagogiques encore aujourd'hui, hein. Si vous y regardez, c'est un peu si vous lisez un peu les programmes pédagogiques, le PER roman, si vous adorez lire le PER roman, le plan d'études roman, vous trouvez des traces de toutes ces idées-là encore, hein. L'idée que pour que l'individu trouve son plein développement, il faut qu'il développe sa raison et son esprit individuel et son esprit critique. Pour ça, il a besoin d'un enseignement, blablabla. Tout ça, ça vient de là. Donc voilà, le schéma qui est important à retenir, parce que ce qui est important, c'est que Rousseau va reprendre le schéma, mais un peu l'inverser d'une certaine façon. C'est pour ça que les gens n'aiment pas Rousseau. Mais on verra ça après. Le truc, c'est que voilà, il y a l'homme naturel, il peut devenir encore pire si par l'obscurantisme, on étouffe la lumière de la raison qui existe en lui, par la religion, la superstition ou la philosophie aristotélicienne, méfiez-vous. Ou il peut devenir meilleur et atteindre son plein développement d'être humain si on l'introduit à la bonne philosophie, aux arts, à la science qui lui permettent le développement de sa raison. Oui. Rousseau, il était aussi anti-religieux, de Voltaire. Oui et non. Anti-religion qui existe, mais pro-religion naturelle. On va lire spécifiquement un truc là-dessus au second semestre, donc je ne développe pas plus maintenant. Mais si ça vous titille, vous regardez juste la profession de foi du vicaire savoyard dans l'Émile. Toute la pensée de Rousseau sur la religion est là-dedans. Et en général, l'Émile a été brûlé par des Suisses. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était pas, c'était ultra tendancieux quand même, quoi. Je veux dire, Rousseau, c'est quelqu'un qui a fui sa maison. Je sais plus où c'était, ça devait être tard. Ah non, ça c'est quand il était petit, et ça c'est plus tard. Et je parle le jour où il a dû fuir la maison, puisqu'on avait 50 ans, parce que des Suisses ont caillassé sa maison. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose d'assez chaud, quoi. Donc ouais, non, clairement, les religions instituées, c'est pas terrible pour Rousseau non plus. Alors, du coup, l'une des principales figures du siècle des Lumières, c'est Voltaire. Vous le connaissez tous, mais je vais vous apprendre des choses sur lui que vous ne connaissez peut-être pas. En particulier que l'amour de sa vie, c'était Newton.
il a passé la plus grande partie de sa vie à écrire sur Newton et sur la physique. Pas forcément ce qui est resté le plus notable. Donc, qui c'est Voltaire? C'est quelqu'un qui n'est pas noble, mais qui est envoyé au collège Louis-le-Grand. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est à Paris, c'est un truc un peu prestigieux, où il va côtoyer justement les membres de la noblesse. Et puis, bon, il en tire un certain nombre de qualités intellectuelles, mais une certaine aigreur qui va quand même rester toute sa vie, sur l'idée que, bon, il y a quand même des injustices, et le simple fait d'être noble donne des droits que les autres n'ont pas et qui ne paraissent pas spécialement justifiés par la valeur des individus. Surtout que Voltaire ne doute à aucun moment de sa propre valeur. C'est quand même un trait de caractère spécifique chez lui. On va dire que l'humilité ne fait pas partie du vocabulaire de Voltaire. Alors, bon, il aime bien se foutre dans les ennuis, hein, comme je le dis, mais en 1715, Louis XIV meurt, et lui, il prend le parti d'un... Il y a plusieurs candidats potentiels, en fait, pour qui va succéder à Louis XIV, dont un bâtard de Louis XIV, qui essaye un peu de prendre le pouvoir. Voltaire va prendre son parti, puis dire du mal du régent, et bon, en fait, c'est pas il mise un peu sur le mauvais cheval, donc il va faire un premier séjour à la Bastille, tout de suite déjà, ça commence bien. Il sort de Bastille et là commence la partie la plus importante de son œuvre, qui est dans Voltaire. Parce qu'il faut savoir que Voltaire, pendant sa vie, est connu avant tout et premièrement, pas comme un écrivain de contes philosophiques qu'il écrit juste ou comme ça pour plaire aux dames, comme il le dit lui-même, parce que c'est fun. Lui, il est un tragédien. Le gros de son œuvre, le truc pour lequel il est connu, et ce qu'il pense être la partie la plus importante de son travail pour Voltaire, ce sont ses tragédies, comme l'Oedipe ou l'Henriade, qui raconte la vie du roi Henri IV. Mais bon, personne ne les a lus, hein, ici, je pense. Peut-être il y a quelqu'un. Est-ce qu'une personne a lu ces trucs-là, ici? Voilà, c'est pas les trucs les plus lus, hein, dans la littérature française. Donc c'est assez marrant de voir que Voltaire, dès son époque, est considéré comme un grand écrivain, un écrivain connu, mais pour les trucs que nous, on ne lit absolument pas. Donc c'est assez marrant de voir le déplacement de perspective. Dans ce cadre-là, il tombe bien sûr amoureux, plus ou moins, d'une de ses actrices qu'il courtise, mais il se trouve qu'un autre noble courtise la même actrice, et comme le noble veut l'actrice, il trouve le meilleur moyen, c'est de payer des gens pour aller bastonner Voltaire dans la rue. Donc Voltaire se fait défoncer dans la rue. Et qu'est-ce que fait Voltaire? Il écrit des poèmes pour expliquer à quel point c'est injuste et horrible, et donc forcément, la justice s'applique, et Voltaire est envoyé à la Bastille parce qu'il commence à emmerder tout le monde. Alors là, voilà, il avait déjà un sentiment que la vie était injuste, ça va pas s'arranger, hein. Alors on lui dit quand même, bon, tu nous casses un peu les pieds, on accepte que tu sors de la Bastille, mais il faut que tu t'exiles. Il fait OK, et donc il part 3 ans en Angleterre. C'est là que sa métamorphose philosophique s'opère, parce qu'en Angleterre, il va découvrir plein de choses philosophiques, scientifiques, qu'il va rapporter en France, principalement par une œuvre qui s'appelle les Lettres philosophiques ou les Lettres anglaises, dans lesquelles il décrit euh, tout ce qu'il y a de fantastique en Angleterre qu'il n'y a pas en France. En partie un régime constitutionnel avec un parlement, des trucs comme ça, par exemple. Donc, les lettres philosophiques sont publiées à titre anonyme, hein, sur la couverture, vous avez les lettres anglaises par Monsieur de V, point, 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 et tout le monde sait que c'est lui. Donc, il commence encore à avoir des ennuis avec la police. Oui. Le père, il n'a pas aussi colonisé la supériorité de la race blanche. C'est fort possible, parce qu'il a écrit il a écrit un traité très long que je n'ai jamais lu, en plusieurs tomes, sur un peu l'histoire des nations, et des trucs comme ça. Il faudrait regarder, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Mais c'est tout à fait possible, c'est dans l'air du temps. Ce qui est assez marrant, c'est que dans le cas de l'époque, ce ne serait pas une supériorité de la race, ce serait une supériorité de la culture, parce que nous, on fait vraiment cette distinction entre race et culture, le truc biologique versus le truc culturel. À l'époque, cette distinction n'existe pas vraiment, hein, parce que les philosophes au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, on se pose encore la question de savoir, est-ce que si on prend des sauvages noirs en Afrique et qu'on les ramène en France, est-ce qu'au bout de certaines générations, ils ne deviennent pas blancs en les civilisant? Et ouais. Parce qu'il a dit, ouais, je crois, le blanc est supérieur au noir et le noir est comme le Oui, blanc c'est est tout à fait supérieur. possible. Juste, je veux dire, à l'époque, c'est à la fois une supériorité raciale slash culturelle. Il n'y a pas de distinction bien. Vous savez, est-ce que vous voyez ce que c'est la théorie des climats, qui est une théorie. Non, vous voyez pas. Bah, par exemple, la vision dominante du monde à l'époque, sur la différence entre les groupes, c'est ce qu'on appelle la théorie des climats. C'est qu'il existe effectivement des groupes qui sont très différents, des groupes humains, et puis des groupes qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est avant tout la cause du climat ou des circonstances de vie. Donc la théorie des climats, c'est pourquoi quand vous allez au sud, alors le sud c'est toujours le sud par rapport à quelqu'un, mais on est tous d'accord, plus vous allez au sud, plus ils sont feignants, ils rendent pas les trucs à temps, ils sont indolents, les Italiens, tout ça, voilà, ouais, hein, vous voyez bien, hein. Ah, c'est vraiment ça, hein. La littérature de l'époque va pas au-delà des stéréotypes. Pourquoi ils sont comme ça? Bah, c'est parce qu'il fait plus chaud. Donc ils sont plus mous.
Il faut vraiment voir que c'est comme ça que se base la hiérarchie de l'époque. Il y a des hiérarchies, mais elles sont à la fois, on peut pas dire qu'elles sont purement culturelles ni purement raciales. Il y a l'idée qu'en fait le milieu change votre composition. Donc vous pourriez prendre un enfant d'une race inférieure, puis si vous mettez 3 ou 4 générations dans un bon milieu, après il tendra à l'équilibre. Ce qui explique aussi l'optimisme des Lumières sur tout ce qui est éducation, etc. Ouais. Je sais pas, je trouve que c'est Kant, parce que Kant, il parle aussi de la théorie justement des Ouais, climats. Mais dans l'anthropologie. je sais que Ouais. les Lumières allemandes, ils différenciaient plus la culture on va dire, de la race ou de la Oui, biologie, parce que eux, ils avaient une certaine affinité avec la culture du Sud, qu'ils admiraient beaucoup. Et ouais. pourtant, Kant disait que la raison ne pouvait pas être aussi bien optimisée dans les pays du Sud que ceux du Nord. Voilà, il y avait un peu cette idée-là, oui. Bon, après, c'est vrai que je connais pas assez cette histoire. Les Allemands ont une sorte de truc un peu différent dans leur rapport à la race et à la culture. Parce qu'il faut voir que les Allemands ont été traités comme des gros ploucs pendant tout ce temps, hein. Je veux dire, là, on est au 18e, les Allemands sont pas encore sur la carte culturelle, hein. Les Allemands, c'est les mecs perdus dans le brouillard des montagnes à droite de la Suisse. Non, mais c'est vrai, citez-moi une personne importante début 18e en Allemagne, personne s'intéresse à l'Allemagne, quoi. Donc c'est vraiment, l'Allemagne va s'imposer fin 18, dans la deuxième partie du 18e, surtout dans le 19e. Et il y aura toujours un peu un complexe sur justifier un peu ce qui fait la supériorité allemande, parce que jusque-là, c'était clair qu'ils n'étaient pas supérieurs, quoi. Il y a vraiment, oui, il y a un truc un peu plus. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste, mais effectivement, on en parlera quand on parlera de Nietzsche, hein, l'idée que quand l'Allemagne est créée, vraiment, c'est vraiment un projet explicite des Allemands de mettre en place une culture allemande avec tout un récit sur qu'est-ce que c'est l'allemand, l'Allemagne, la supériorité allemande. Il y a un truc qui les hante depuis un petit moment, hein. Certains débordements ne sortent pas spécifiquement nulle part. Oui, À l'époque de cette hiérarchisation des ouais, races, c'est pas à cette époque qu'il y a eu un Suisse, Agassi, qui a quand même vécu pas mal à Paris et qui a peut-être, je aussi sais traité de. pas du tout. Et qui a aussi. Je sais pas du Non? tout, je peux pas vous dire. Je suis pas spécialisé en histoire des théories raciales. C'est très amusant, cela dit, mais c'est pas, je peux pas vous dire répondre je peux pas vous répondre là-dessus. Alors, quelle est la différence? Alors, que découvre Voltaire en Angleterre? Alors, Voltaire en Angleterre, il découvre déjà que la physique anglaise n'est pas du tout la même que la physique française. Donc, je vous avais laissé avec Descartes qui dit, voilà, Dieu nous apprend quoi? Dieu nous a donné des idées innées qui nous permettent de comprendre le monde. Qu'est-ce que nous permet de comprendre ces idées innées? C'est un objet physique, c'est juste un objet qui est étendu dans l'espace et qui a une certaine forme. Il n'a aucun autre pouvoir. Donc, qu'est-ce que c'est le monde? C'est un agrégat de parties qui se poussent les unes les autres. La seule façon dont un objet physique interagit sur un autre objet physique, c'est par contact, en appuyant les uns sur les autres. C'est ce qu'on appelait la vision mécaniste du monde, hein. Le monde est juste une horloge avec des parties qui se font bouger les uns les autres. Alors, ça posait des problèmes, hein. Alors, déjà, c'était, bon, d'un point de vue de l'histoire de la physique, c'est très important parce que ça permet d'évacuer tous les pouvoirs cachés qu'avaient donné les aristotéliciens à la matière. Mais ça pose des questions. Déjà, comment ça marche la gravité? Hein. Alors, comment ça marche la gravité? La théorie de Descartes était très simple. L'espace est en fait plein de matière invisible, ce qui n'est pas complètement débile, hein, parce que cette pièce est pleine de matière invisible. Et quand vous essayez de sauter, ce qui vous empêche de continuer sur votre mouvement, c'est la matière qui est au-dessus de vous qui vous repousse vers le bas. Voilà. Vous n'êtes pas attiré vers la Terre, vous êtes poussé vers le sol par la matière invisible au-dessus de vos yeux. Ensuite, comment les planètes tournent autour du Soleil? Parce que maintenant qu'on a établi qu'elles tournent autour du Soleil, il y a quand même toujours la question de savoir, mais comment ça tourne? Parce que ça, on n'a toujours pas d'idée. Bah, l'idée de Descartes, c'est très simple. L'espace est plein de matière invisible, et la matière invisible, elle fait comme dans votre baignoire, elle fait des tourbillons des fois. Hein. Donc le Soleil, il est au centre d'un tourbillon, et les planètes, elles sont emportées par ce tourbillon. Donc tout marche parce que la matière pousse le reste de la matière. Donc les tourbillons de Descartes, vous en avez peut-être déjà entendu parler quelque part dans vos études, si vous avez lu Les Femmes savantes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les femmes savantes. Hein, c'est un truc régulier chez Molière de se moquer des femmes qui aspirent à une vie intellectuelle en général. Ça reflète un peu les trucs de l'époque. Voilà, donc là, c'est les femmes savantes, c'est 3 femmes qui se piquent de philosophie et de science et qui forcément sont ridicules. Là, on est plutôt au 17e ou 18e, ça devenait moins bon goût de se moquer parce que la plupart des femmes, des grandes femmes organisent des salons intellectuels, puis c'est là qu'il faut être pour être trendy. Donc, on va pas se moquer des femmes qui organisent des trucs intellectuels. Mais au 17e, c'était encore courant. Donc voilà, Trissotin. Je m'attache pour l'ordre au péripathétisme, pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît et ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, donc des atomes, mais le vide à souffrir me semble difficile et je goûte bien mieux la matière subtile.
Matière subtile, c'est le truc de Descartes, c'est la matière invisible. Descartes, pour l'aimant, donne forme dans mon sens. J'aime ces tourbillons, et moi, ces mondes tombants. Donc ça, c'est déjà des références aux théories de Descartes, hein. L'idée, c'est que pourquoi les planètes tournent autour du Soleil? Parce que c'est un tourbillon au centre duquel est le Soleil. Et comme un tourbillon, ça va vers le bas, c'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train de tomber dans le vide, hein. Donc c'est les mondes tombants. Mais c'est déjà des trucs dont les gens se moquent un peu à l'époque. C'est des trucs assez connus. Et qu'est-ce qui se trouve, et qu'est-ce que nous dit Descartes? Ben, il se dit, voilà, mais quand on arrive, alors lui, quand il arrive en Angleterre, c'est Newton vient de mourir, il a le droit à des funérailles royales, je crois même à l'abbaye de Westminster, pour vous dire le niveau. Donc c'est vraiment des funérailles nationales pour Newton. Et il dit, mais voilà, en fait, les Anglais, ils ont une vision très différente du monde. Pour eux, bah, déjà, l'espace, il n'est pas plein de matière, il est vide. Et surtout, les corps s'attirent à distance. Ça, vous savez, hein, c'est la théorie de l'attraction universelle de Newton. C'est que tous les objets physiques en permanence sont en train de s'attirer les uns les autres, hein. Donc moi, j'attire l'horloge là-bas, même si ça ne se voit pas. Et surtout, la Terre vous attire, et vous attirez la Terre, même si ça aussi, ça ne se voit pas trop. Et ça, bah, il faut bien voir que c'est une théorie complètement dingue, hein, parce que on a vu que ce qu'ont appris les Français au XVIIe siècle avec Descartes, c'est que le truc rationnel, c'est de ne pas postuler de qualité occulte ou de pouvoir magique à la matière, hein. Ça, c'est irrationnel. Ça, c'est ce que vous faites quand vous croyez au loup-garou, un truc que les cartésiens décrivent beaucoup. Ils ont une théorie sur pourquoi les gens croient au loup-garou, mais ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, si vous êtes rationnel, vous savez qu'il n'y a pas de pouvoir magique dans la matière. La seule façon qu'un objet physique a d'agir sur un autre objet, c'est en le touchant. Alors l'idée que le truc s'attire à distance, c'est bien gentil, mais ça, c'est un peu des histoires de sorcellerie, quoi, hein. Ça, c'est pas de la physique rationnelle. Vous voyez pourquoi est-ce que... hein. De toute façon, le cartésien, il le sait, un Dieu, il a mis en lui les idées innées qui lui disent que la matière, c'est juste un truc étendu dans l'espace, sans pouvoir magique. Donc, il ne peut pas y avoir d'attraction à distance. Donc, voilà, on est vraiment sur des visions du monde tout à fait différentes entre la France et l'Angleterre. Donc, vous savez laquelle est la bonne, il n'y a pas trop de suspense, mais on est quand même sur un duel qui est à la fois physique, mais philosophique. Parce que l'idée, c'est que si la théorie de Newton est vraie, alors toute la théorie de Descartes sur comment on doit faire de la science, elle s'écroule, hein. Parce que ça veut dire qu'il se trouve dans la matière des pouvoirs très étranges, comme s'attirer à distance à travers le vide, pour lesquels on n'a aucune explication. Vraiment, l'idée de Descartes, c'est il ne faut pas accepter quelque chose en science pour lequel on n'aurait pas d'explication, hein. Tandis que là, bah, l'idée de Newton, c'est ah non, mais les trucs s'attirent à distance. Et on lui dit, bah, comment? C'est magique. Enfin, non, mais vraiment, le truc de Newton, c'est de dire, je sais pas. Mais par contre, si on suppose que ça s'attire, tout marche très bien, le système marche très bien. La nature de cette force, j'en sais rien du tout. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire d'hypothèse sur la question. D'ailleurs, même Newton lui-même, qui a beaucoup lu Descartes, hein, était très dérangé par le fait qu'il n'ait pas trop dit théorie sur comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça fonctionnait, quoi. Donc on est vraiment sur une vision du monde profondément différente. Parce que, effectivement, dans la vision du monde des newtoniens, le vide existe, l'univers est complètement vide, quasiment, et les choses s'attirent à distance par attraction universelle, ce qui a l'air d'être une propriété occulte, hein. Alors, comment est-ce qu'on tranche entre les deux? Je crois que non, je ne l'ai pas mis ici. Je vais le mettre. Alors, comment est-ce que la victoire de la théorie newtonienne va être reconnue? Déjà, ça fait des prédictions bien meilleures, parce qu'elle permet d'expliquer avec les mêmes lois la chute des corps sur Terre et l'orbite des planètes dans le ciel. C'est vraiment les mêmes lois qui expliquent pourquoi le boulet de canon il fait ça et pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. C'est quand même assez balèze d'expliquer deux trucs qui ont l'air aussi différents à partir d'un même set de principes. Mais surtout, une des choses qui va pas mal marquer à l'époque, c'est que les deux théories, françaises et anglaises, font des prédictions très différentes sur la forme de la Terre, en fait. Donc les deux sont d'accord que la Terre est ronde, il n'y a pas de problème. Mais la théorie française fait la prédiction que la Terre est ronde, mais elle est un peu aplatie sur les côtés, parce qu'elle est emportée par le tourbillon de matière qui la fait tourner, donc ça appuie un peu sur les côtés, ça érode sur les côtés, si vous voulez. Et dans la théorie de Newton, elle doit être ronde, mais à peu près un peu aplatie sur les pôles, parce qu'il y a tout ce qui est force centrifuge au niveau de l'hémisphère. Et il se trouve qu'il va y avoir je vous ai dit qu'on avait beaucoup de pognon à l'époque. L'Académie royale française va financer des expéditions sur les pôles et à différents endroits du globe pour mesurer la forme de la Terre. Et il se trouve qu'elle est effectivement écrasée un peu sur les pôles. Et là, ça va être un succès en faveur de la théorie de Newton. D'ailleurs, Voltaire a des poèmes là-dessus, hein, sur cette expédition. Il dit oui, braves argonautes de la science, vous qui avez bravé le froid, je ne sais pas exactement les paroles, pour prouver dans des endroits périlleux ce que Newton avait déjà prévu depuis son fauteuil. Voilà, comme je dis, Voltaire tombe très amoureux de la théorie de Newton, c'est vraiment le truc absolu pour lui. Alors justement, Voltaire, c'est un de ceux qui va contribuer le plus à faire connaître la physique de Newton en France, et en 1737, après être rentré,
il publie Les éléments de la philosophie de Newton, qui va être un ouvrage qui présente les théories de Newton au public français. Et ce qui est important, du coup, à aussi beaucoup de gens, parce que la langue française, c'est aussi la langue principale dans la vie intellectuelle de l'époque. Alors en vrai, il n'en est pas l'auteur toute seule, hein. Sa co-autrice est Émilie du Châtelet, qui est en fait bon, vraiment celle qui arrive vraiment à comprendre la théorie de Newton, parce que c'est une théorie très mathématique, puis Descartes, les mathématiques, c'est pas hyper son truc, quoi. Tandis que elle travaille beaucoup dessus, et Émilie du Châtelet, ça sera une personne très importante pour le XVIIIe siècle, parce qu'elle va justement contribuer à faire connaître la théorie de Newton en traduisant le livre de Newton. Parce que le grand livre de Newton sur la théorie de la gravitation, de l'attraction, c'est ce qu'on appelle les Principia Mathematica de Newton. Et les Principia Mathematica, c'est un truc que personne ne peut lire, littéralement. Déjà, c'est en latin. Personne n'a envie de lire ça. Ensuite, le truc, c'est que Newton, c'est un personnage assez particulier, hein. Le reste du monde n'existe pas vraiment pour lui. Donc, en gros, sa théorie est très mathématique, mais il a créé son propre formalisme mathématique sans suivre absolument du tout celui qui existait à l'époque. Il a créé le calcul des intégrales et des dérivées pour pouvoir exprimer sa théorie, mais dans un formalisme que personne ne pige. Donc, en gros, ce qu'elle va faire, c'est reprendre le livre de Newton, puis le retravailler entièrement pour le mettre dans un formalisme mathématique beaucoup plus standard, beaucoup plus propre, celui qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, pour les intégrales avec ce petit signe-là, par exemple. Et c'est son édition qui va être utilisée. Personne ne va lire le livre de Newton, tout le monde va lire le livre de l'édition d'Émile du Châtelet. Donc pour moi, c'est probablement en vrai la philosophe la plus intéressante du siècle des Lumières, mais j'ai pas le temps d'en parler. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait un cours entier dessus. Je vous mettrai un lien, parce que l'année dernière, le cours d'intro, c'était Femmes philosophes. J'avais fait sur Émile du Châtelet. Et en vrai, comparé à beaucoup d'autres philosophes français, il y a vraiment des trucs super intéressants dans sa philosophie. Oui. C'est pas Leibniz qui a, on va dire, prouvé les intégrales. Alors, grand débat de l'époque. Leibniz / Newton, chacun déclare avoir créé le calcul des intégrales. Donc, Émile du Châtelet va réutiliser le formalisme de Leibniz, justement, parce que celui de Newton est absolument dégueulasse. Alors, qui a créé le calcul des intégrales? À l'époque, s'est réunie une grande commission de la société anglaise qui a décidé que c'était Newton qui avait trouvé le premier le calcul des intégrales. La commission était présidée par Newton ou par un de ses copains, bien sûr. Donc c'est un débat historique. Voilà, je ne vais pas le trancher ici, mais effectivement, il y a toute cette querelle de paternité. Est-ce que c'est Leibniz? Est-ce que c'est Newton qui est... Bon, clairement, c'est quelque chose qui était dans l'époque, parce que c'est en lien avec la physique de l'époque. Mais effectivement, il y a ce... De toute façon, vous utilisez la notation qu'on utilise aujourd'hui est héritée de Leibniz, en fait. Alors, ce qui est important, c'est que les succès de la physique newtonienne, donc la physique newtonienne va triompher, elle triomphe en Angleterre, puis elle va triompher en France et sur tout le continent européen. Les théories cartésiennes, la physique cartésienne va disparaître au cours du XVIIIe siècle. Ça va même devenir une sorte d'objet de dérision, de rire, hein, pour les philosophes des Lumières, finalement les tourbillons. Bref. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Descartes est complètement mis de côté, mais c'est assez intéressant si vous lisez ça. Je vous conseille de lire ça. C'est la lettre philosophique 14 de Voltaire. C'est là où il raconte en fait ce qu'il découvre en Angleterre du point de vue de la physique. Puis il compare Newton à Descartes. C'est assez intéressant. Et sa déclaration, c'est qu'en fait, il y avait besoin de Descartes et de Newton. Pourquoi? Parce que Descartes, il a fait le travail négatif. Il a douté. Il a rejeté toutes les certitudes passées. Et ça, il a réussi. C'est juste quand il a essayé de construire sa propre théorie, c'était nul. Du coup, il y avait besoin de Newton pour la deuxième étape, pour faire la partie constructive, hein. C'est un peu comme ça qu'il le présente. Les Français ont tout cassé, mais on avait besoin des Anglais pour reconstruire. Alors c'est intéressant parce qu'il fait même des hypothèses un peu psychologiques sur pourquoi Descartes a échoué là où Newton a réussi. Son idée, je vous prémets, la lettre est hilarante à lire, c'est ça, mais Descartes, il était trop French, quoi. Non, il était trop poète, il était trop... ouais, il dit, voilà, mais il était trop poète, il avait des affaires avec les femmes, c'était un aventurier, il avait de l'imagination. On peut pas faire de la science quand on est avec comme ça. Par contre, Newton, regardez, ce type, il a rien fait dans sa vie, il se consacrait uniquement à la science, il n'a pas touché une fille de sa vie. C'est vraiment un truc qui est dit dans la lettre, hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est Voltaire qui insiste là-dessus. On dit qu'il est mort sans avoir touché une femme. Ça, c'est un esprit, pas comme Descartes, lui, il avait une fille illégitime et tout. Mais voilà, Newton, il était entièrement dévoué à la science, il était neutre, objectif. Voilà. Descartes, il était trop poétique, il ne pouvait pas faire de la science. Donc, on est vraiment dans ces stéréotypes-là. Voilà. Si vous êtes un scientifique, vous êtes neutre, froid, objectif, newtonien. Si vous êtes un peu trop gaillard, aventurier, poétique, vous ne pouvez pas faire de la science. C'est pour ça que Descartes a échoué, c'est dommage. Bon, c'est une vision très, très bas niveau de la science et du progrès scientifique, mais on va voir que c'est une vision qui se popularise à cette époque-là.
Parce que justement, une des raisons pour lesquelles c'est important la victoire de Newton, pour laquelle on en parle en cours de philosophie, c'est pas parce que je vais vous infliger l'histoire de la physique, c'est parce que la victoire du newtonianisme, c'est aussi la victoire de l'adversaire du cartésianisme. Parce qu'en fait, ce que montre la victoire de Newton, c'est que on ne peut pas savoir par raisonnement a priori, par raisonnement sans expérience, de quoi est capable la matière. Vraiment, l'idée de Descartes, c'est ça. J'ai une idée pure et précise de ce qu'est la matière. Je sais que la matière n'a pas de pouvoir magique, elle ne peut se interagir que si elle se touche. Ce que montre Newton, c'est non, des fois dans la matière, il y a des trucs incompréhensibles auxquels on n'aurait jamais pensé, comme le pouvoir de s'attirer à distance. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Vous avez besoin d'observer. Vous ne pouvez pas remplacer l'observation par la réflexion a priori. Hein. On ne peut pas faire de la physique comme on fait des maths. Hein. La physique, parce qu'en maths, on a tous les ingrédients directement dans notre esprit. En physique, il y a des choses qu'on peut savoir uniquement en observant comment le monde fonctionne. Et ça, c'est ce qui va introduire une conception radicalement modeste de la raison, dès que finalement la raison ne peut pas connaître la nature profonde de l'univers. On ne peut connaître de l'univers que ce qu'on en observe. On ne peut pas dire a priori, comme le voulaient les cartésiens, de dire moi je sais ce que c'est la matière, moi je sais ce que c'est l'esprit, parce que j'ai des concepts que Dieu a mis en moi qui me disent exactement comment c'est. Il n'y a pas de concept comme ça pour les Anglais. La raison, elle doit se baser avant tout sur l'observation. Et comme l'observation, elle est limitée, eh ben, ce qu'on peut savoir rationnellement, c'est limité aussi. Donc ça va en lien avec une théorie en philosophie anglaise qui, en fait, se développe au XVIIe siècle, qui est l'inverse et l'exact inverse de la philosophie en française du cartésianisme. C'est ce qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, c'est vraiment la philosophie principale en Angleterre au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et c'est l'idée que finalement, il n'y a pas d'idée innée. Alors, des fois, c'est un peu bizarre, je ne sais pas si vous avez déjà présenté l'empirisme au collège ou des choses comme ça, avec cette idée où les types insistent tous les 50 ans en disant l'esprit humain est vide à la naissance, il n'y a pas d'idée innée. Bah, l'idée, c'est que le grand concurrent à côté, c'est Descartes, qui dit oui, Dieu a mis en moi toute la connaissance du monde. Dans ce contexte historique, leur idée, c'est non, non, il n'y a rien dans l'esprit humain. Toute la connaissance, elle doit venir de l'observation du monde. Vous ne pouvez pas savoir à quoi ressemble le monde ou quelles sont les propriétés du monde avant de l'avoir observé. Donc ça, j'ai mis Hobbes, mais on va mettre Hobbes de côté parce que c'est particulier. Les grands philosophes qui défendent l'empirisme, c'est Bacon et Locke. Et en gros, un des thèmes qu'introduisent les empiristes, qui va rester ensuite, parce que vous allez le reconnaître, c'est de dire que il y a des bornes à la connaissance humaine, et avant de se lancer dans la métaphysique, à spéculer sur l'existence de Dieu ou la nature du monde, il faut comprendre comment naît la connaissance, d'où vient la connaissance, pour savoir ce qui est connaissable ou pas. Et pour les empiristes, la réponse est claire, toute connaissance vient de l'observation, donc tout ce qui échappe à l'observation est inconnaissable. Par exemple, Descartes vous dit, voilà, j'ai prouvé l'existence de Dieu, j'ai prouvé que l'âme est différente du corps, je suis un peu fatigué, j'arrive pas à prouver que l'âme est immortelle, ça c'est un article de foi, mais bon, c'est pas grave. Les empiristes, c'est plutôt du genre, voilà, j'observe que le corps existe, j'observe que l'âme existe parce que par introspection, je vois bien que j'en ai une. Est-ce que c'est la même chose ou pas? J'en sais rien. Est-ce que Dieu existe? Ouais. Voilà, on est plus sur un truc très modeste, en disant, voilà, il faut être rationnel, il faut se baser sur l'observation, mais du coup, ça amène à une vision où on ne va pas dire comme Descartes, tout va être résolu. Non, au contraire, il y a des choses qui resteront jamais connues parce qu'elles échappent à notre perception. Est-ce que vous voyez vraiment l'idée? Et cette philosophie empiriste, c'est celle qui va triompher avec le newtonianisme. Parce que vraiment, la théorie de Newton, c'est de dire il y a un pouvoir dans la matière que on n'aurait jamais pu prévoir a priori, le fait que les objets s'attirent, et on a pu juste le savoir en observant. Et de la même façon, il faut laisser tomber toutes les spéculations théoriques pour se concentrer sur ce qu'on peut observer. Et c'est ça qui est rationnel, c'est ça qui est scientifique. Et c'est cette philosophie-là qui va constituer la base des Lumières, en fait. Parce que Voltaire va ramener non seulement le newtonianisme en France, mais il va aussi beaucoup populariser l'empirisme. En fait, le philosophe préféré de Voltaire, c'est littéralement Locke. Il cite Locke partout, il s'inspire de Locke partout, à la fois en philosophie politique et en philosophie théorique. Et Voltaire, c'est un peu le daron, si vous voulez, des Lumières françaises. C'est vraiment, il est plus vieux que les autres, tous les autres le craignent et le respectent, mais surtout le craignent aussi. Parce que voilà, Voltaire, fallait quand même toujours être dans ses bons papiers, sinon il pouvait vous démolir très rapidement. Et vraiment, il faut voir que les Lumières françaises, c'est en gros cette philosophie anglaise importée en France. Et une des raisons pour lesquelles, dans votre parcours, ici, vous n'entendrez pas parler beaucoup de Voltaire, de Diderot ou d'autres auteurs comme ça, c'est parce que leurs écrits sont très intéressants, mais sur le plan de l'histoire des idées,
il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. C'est juste de l'empirisme anglais remâché et adapté au contexte français, en fait. Et c'est assez clair quand vous lisez, une fois que vous savez ça. Par exemple, voilà un article d'un dictionnaire de Voltaire. Donc, le dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est un truc qu'il écrit plutôt tard dans sa vie, quand il va se planquer à Ferney-Voltaire, puis il écrit un dictionnaire pour le bon peuple de Verney-Voltaire, en disant, voilà, ça les éduquera. Ah, on demandait un jour à Newton pourquoi il marchait quand il en avait envie et comment son bras et sa main se remuaient à volonté. Il répondit bravement qu'il n'en savait rien. Mais du moins, lui dit-on, vous qui connaissez si bien la gravitation des planètes, vous me direz par quelle raison elles tournent dans un sens plutôt que dans un autre. Et il avoua encore qu'il n'en savait rien. Bon, probablement aucune de ces anecdotes n'est vraie, hein, c'est faux, mais ça représente un peu l'esprit que les gens gardent de l'empirisme. Comme je vous ai dit, la réponse de Newton quand on lui demande mais c'est d'où vient la théorie de la gravitation? D'où vient la force d'attraction? Il dit qu'il y a une force d'attraction, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sa nature? D'où est-ce qu'elle vient? La phrase célèbre qu'on prête à Newton, c'est hypothesis non fingo, je ne fais pas d'hypothèse. En gros, l'idée c'est je sais que ça marche parce que je peux l'observer, mais par contre, des hypothèses sur la nature du truc, ça dépasse ce qui est observable pour l'instant, donc ça n'est pas scientifique. Ce qui est rationnel, c'est de ne pas faire d'hypothèse. Donc là, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, c'est voilà, ce qui est rationnel parfois, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir. Ceux qui enseignèrent que l'océan était salé de peur qu'il ne se corrompût et que la marée était faite pour conduire nos vaisseaux dans nos ports furent un peu honteux quand on leur répliqua que la Méditerranée a des ports et point de reflux. Quelqu'un a-t-il jamais pu dire précisément comment une bûche se chante dans son foyer en charbon ardent et quelle mécanique la chose s'enflamme avec de l'eau fraîche? Nos bornes sont donc partout et avec cela nous sommes orgueilleux comme des pans que nous prenons son pan. Voilà, ça c'est un truc fondamental de la philosophie des Lumières françaises et vous voyez c'est directement importé de l'empirisme anglais. C'est l'idée que il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, il faut se contenter modestement de ce qui peut être observé et su. Et à partir du moment où on transgresse ces bornes, on tombe dans la spéculation, la métaphysique, la mauvaise philosophie. Voilà. En lien avec tout ce que j'ai expliqué, un texte très fameux de Voltaire que je vous invite à lire, c'est Micromégas. Donc, Micromégas, c'est un texte assez court, 30-40 pages, qui raconte l'histoire d'un extraterrestre qui vient de Sirius, qui est très très grand par rapport aux humains normaux. Et c'est marrant parce que ça illustre tous les thèmes empiristes de l'époque. Déjà, donc, en gros, il est plus ou moins exclu de sa planète parce qu'il a écrit un truc qui plaisait pas aux religieux de sa planète. Et donc, il est exclu. Alors, tout le monde pense que c'est vraiment un self-insert de Voltaire, hein. Il n'y a aucun problème. Toutes les interprétations là-dessus sont d'accord. Le type, c'est Voltaire vu par lui-même. Donc, il est grand, fort, beau et intelligent. Donc, il va en exil. Bizarre, hein. Et il voyage de planète en planète. Alors, déjà, il commence par rencontrer un Saturnien. Donc, les Saturniens sont toujours géants, mais un peu plus petits que lui. Et donc, ils ont une petite discussion comme ça, hein. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons 72, dit l'académicien. Hein, nous, on en a 5. Hein. Et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré tout, notre curiosité et le nombre assez grand de patients qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. Donc là, en gros, l'idée, c'est que le truc met en scène des êtres un peu philosophes, comme il faudrait, et eux sont modestes, hein. Ils disent, oh là là, on n'a que 1000 sens, comment on peut prétendre connaître toute la réalité, hein? Donc, par comparaison, l'idée, c'est de se moquer des hommes qui ont que 5 sens et qui prétendent savoir la vérité de tout, quoi. Et vous voyez, ça va toujours dans ce thème très empiriste. Les sens sont limités, on ne peut pas tout observer, donc la connaissance est limitée. Qu'est-ce qui fait que ce texte, Micromégas, qui est une fiction, est considéré comme philosophie? Parce que beaucoup des thèmes abordés n'ont de sens que par rapport à la philosophie de l'époque, en fait. C'est une sorte de, si vous voulez, c'est une sorte de vulgarisation de la philosophie empiriste. Voilà, c'est pour comprendre un peu les thèmes abordés, ce sont des termes qui sont en lien avec la philosophie. Parce que c'est un thème philosophique, je ne sais pas. Mais c'est un texte qui montre les grandes thèses, les grandes tendances philosophiques de la philosophie des Lumières. Je pense que s'il y en a un qui montre bien le type de philosophie auquel ils adhèrent, c'est celui-là. La plupart des discours qui ont lieu dedans ont un lien avec la philosophie. Après, c'est pas un texte philosophique au sens où ça ne cherche pas à prouver quelque chose. C'est plus pour illustrer, puis pour se moquer des gens qui pensent. C'est Voltaire, hein. En général, un texte pour lui, c'est se moquer des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est un peu la plupart des textes de Voltaire. Mais en tout cas, ça illustre, je l'utilise plus pour illustrer vraiment les thèses philosophiques telles qu'elles sont acceptées. Comme je disais, en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de textes théoriques. Sinon, il faudrait lire surtout le dictionnaire philosophique. Mais même le dictionnaire philosophique, vous voyez que c'est des articles très railleurs, finalement. Hein, donc, pour ça va dire c'est un peu une particularité des Lumières françaises. Ce qui en est resté, c'est plus des textes grand public, polémiques,
que des traités, traités réels. Oui. Et lui, c'est ce qu'il ne faut pas faire de thèse, mais c'est aussi un peu une hypothèse. C'est aussi un peu une hypothèse de leur part de dire qu'on ne connaît rien. J'ai l'impression que c'est un peu circulaire. On ne connaît pas rien, on connaît juste ce qu'on observe. Ah oui, pardon. On ne peut pas tout savoir. Voilà. Bah, l'idée, c'est que ça paraît possible, en tout cas, ça paraît possible qu'il y ait des choses qui échappent à ce qu'on observe. Ouais. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, ils ont une conception de la science très très basse, où dès qu'on fait une hypothèse, par exemple, beaucoup de ce qu'on a aujourd'hui en science ne rentrerait pas dans les standards empiristes. On en reparlera. Je sais pas, par exemple, la théorie de la relativité postule tellement de trucs qui n'étaient pas observés à la base que c'est clairement que ça viole tous les standards de la philosophie, tous les standards empiristes, quoi. C'est déjà une hypothèse de dire qu'on ne peut pas tout savoir. C'est déjà une. Alors, c'est vrai que ça fait l'hypothèse qu'il y a des choses qui existent qu'on n'a pas observées. C'est juste, alors pareil, je pense très raisonnable. Alors, en fait, ça, c'est un truc sur lequel il faut que je passe rapidement parce que l'un des problèmes de l'empirisme, c'est de là, c'est qu'il a pris un peu comme ça, comme gros bon sens, en fait. Hein. On va voir au prochain semestre qu'il y a un type, il s'appelle Hume, qui a été vraiment empiriste, mais qui a poussé ces trucs-là au maximum et qui montre effectivement que quand on prend l'empirisme très sérieusement, ben, on peut même pas faire ce genre d'hypothèse. En fait, on peut même pas prouver que le monde extérieur existe. Donc, mais là, vous êtes déjà trop philosophe, finalement. Là, restons dans des trucs un peu légers, à la française. Il faut vraiment voir. Je vous ai dit comment était vendue la philosophie à l'époque en France. On n'est pas dans de la spéculation hyper pointue. On est plus dans le combat contre l'obscurantisme, le fait de se moquer des gens qui croient des trucs débiles comme la philosophie aristotélicienne. Goûtons le plaisir d'être plus malin que les autres, s'il vous plaît. Hein, voilà. Mettez-vous dans l'ambiance. Soyez français. Euh, Réfléchissez, mais pas trop, et moquez-vous des autres. Voilà. Voilà. Soyez très, très philosophe des Lumières. Voilà. Donc là, par exemple, la suite du discours avec le saturnien, ça vous montre très bien les théories empiristes. Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes sont comptées dans Saturne. Donc les substances, c'est les réalités ultimes. Par exemple, dans la philosophie de Descartes, il y a l'idée qu'il y a deux types de substances, la matière et l'esprit. Donc le monde est composé de deux substances distinctes, qui sont irréductibles l'une à l'autre. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine, comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue, ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas et le reste. Pénètre au sens physique, hein, parce que la définition classique de la matière chez les empiristes, c'est l'idée que ce sont des objets étendus dans l'espace qui ne peuvent pas se pénétrer les uns les autres, les objets physiques. Le Syrien, chez qui on en comptait 300 et qui en avait découvert 3000 autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après être communiqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils savaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit voyage philosophique. Voilà, tout le thème du microméga, c'est de ridiculiser les prétentions humaines par l'excès. Hein, parce que le grand débat en philosophie à l'époque, c'est est-ce qu'il y a deux substances, le corps, l'esprit? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule substance, le corps? Et là, bon, en gros, l'idée de Voltaire, c'est voilà, chez les êtres philosophes intelligents, ils en sont déjà à 30, 3000, 300 substances. Voilà, c'est vraiment toujours par l'excès montrer à quel point les prétentions à savoir sont ridicules. Arrivé sur Terre, voilà, là quand, il y a tout un voyage, donc là j'arrive à la fin du roman directement, hein, je vous spoil. À la fin du roman, ils arrivent enfin sur Terre et ils rencontrent une expédition de philosophes et de scientifiques qui reviennent du pôle Nord, qui est précisément l'expédition dont j'ai parlé tout à l'heure, celle qui était partie mesurer la forme de la Terre. Donc tout ça est très lié dans l'imaginaire de l'époque, hein, tout ça. Et bon, alors, ils ont pas mal de problèmes à communiquer, mais alors bon, une fois qu'ils arrivent à communiquer, ils les interrogent sur leur philosophie quand même, parce que bon, vous trouvez un peuple, vous découvrez un peuple nouveau, qu'est-ce que vous faites? Vous les interrogez sur leur philosophie. C'est la première chose que vous faites, quoi. Alors, il se trouve qu'il y avait je vous laisserai lire si vous voulez. Chacun des philosophes donne des réponses un peu décevantes. Il y a un cartésien, il y a des trucs. Il y a un aristotélicien. Alors, bien sûr, il y a l'aristotélicien qui dit, moi, je pense que l'âme est une antéléchie, car comme dit Aristote, phrase en grec, et des extraterrestres font, oui, mais je suis désolé, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Fait, oui, moi non plus, mais moi j'y crois. Enfin, c'est pour se moquer des aristotéliciens, bien sûr. Et bien sûr, on arrive à la voie de la raison. Un petit partisan de Locke était là tout près. Je veux dire, c'est tellement pas subtil, hein. Et quand on lui a enfin adressé la parole, je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens, c'est-à-dire en observant, qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas, et qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Est-ce que la matière peut penser? Est-ce que le corps peut être la même chose que l'esprit? J'en sais rien, peut-être que Dieu a fait que oui. Je révère la puissance éternelle, il ne m'appartient pas de la borner, je n'affirme rien, je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. Voilà, c'est vraiment l'aveu d'humilité.
L'animal de Sirius sourit, il ne trouva pas celui-là le moins sage, et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke sans l'extrême disproportion. Là, tout le monde est assez content. Les extraterrestres ont enfin trouvé un humain raisonnable sur Terre, et puis c'est celui qui a lu Locke quand même. Hein, je veux dire, le message du roman n'est pas subtil. Hein. Comme je le dis, Voltaire, c'est pas hyper subtil. Alors, ils sont un peu interrompus parce que malheureusement, il y a un philosophe médiéval, il y a un médiéviste qui traînait par là, toujours là pour ruiner la fête. Il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré, ce qui est le bonnet de la Sorbonne, bien sûr, qui coupa la parole à tous les animalcules philosophes. Il dit qu'il savait tout le secret, que tout cela se trouvait dans la somme de saint Thomas. Il regarda de haut en bas les deux habitants célestes. Il leur soutint que leur personne, leur monde, leur soleil, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. À ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un à l'autre, l'un sur l'autre, en étouffant de ce rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux. Leurs épaules et leur ventre allaient et venaient, et dans ces convulsions, le vaisseau, le bateau, sur lequel sont les humains, que le Syrien tenait sur son ongle, tomba dans une poche de sa culotte. Ces deux bonnes gens le cherchèrent longtemps, enfin ils retrouvèrent l'équipage et le rajustèrent fort proprement. Le Syrien reprit les petites mythes, donc les humains, hein. Il leur parla encore avec beaucoup de bonté, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie écrit fort menu pour leur usage, et que dans ce livre, ils verraient le bout des choses, c'est-à-dire la vérité ultime, le fondement de toutes les vérités. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ, on le porta à Paris à l'Académie des sciences, mais quand le vieux secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. Ah, dit-il, je m'en étais bien douté. Donc voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas de livre qui peut vous donner la vérité ultime. Vous n'avez accès à la réalité que par vos sens, qui ne vous donnent accès qu'à une partie de la réalité. La réalité ultime n'est pas à la portée de l'esprit humain. Donc, il faut être rationnel, hein, c'est le message des Lumières, mais cette rationalité, elle doit être forcément modeste. Elle doit justement s'arrêter devant toute prétention métaphysique et devant toute prétention à dire quelle est la constitution du monde. Vous voyez, c'est pour ça que c'est juste important philosophiquement pour vous, c'est que on fait souvent un continuum entre Descartes et les Lumières. On dit, voilà, Descartes a mis la raison sur un piédestal, puis les Lumières continuent à mettre la raison sur un piédestal, mais en fait, c'est deux approches très différentes. Les Lumières, elles sont principalement inspirées par l'empirisme anglais, hein. L'idée que, oui, il faut faire usage de sa raison, mais la raison est faible. C'est juste que c'est le seul truc que vous avez, en fait. C'est pas l'idée qu'on va tout connaître par la raison. Donc faites attention, parce qu'après, vous allez lire des textes qui vous disent oui, les Lumières font de la raison un outil tout puissant, c'est à cause de ça qu'on a mis la raison sur un piédestal et que les totalitarismes et l'industrie, le contact industriel a été créé. Il y a des bouquins comme ça. Bah, techniquement, c'est pas vrai, hein, parce que vraiment, la conception qu'ont les Lumières de la raison humaine, elle est très, très modeste, en fait. Elle est très, 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 très diminuée. Alors, il y a aussi des idées qui arrivent en politique, des Lumières qui sont importantes. Et surtout un changement de la question politique. Si vous lisez la philosophie antique politique, la République de Platon, les politiques d'Aristote, la conception principale, c'est qui doit gouverner. Qui doit gouverner. Et ça, c'est traduit dans la philosophie antique par qui possède les compétences et les connaissances et la compétence nécessaires pour gouverner. Si vous regardez la philosophie antique, c'est toujours via ce biais-là que c'est étudié. C'est via l'idée qui est la personne qui peut savoir, qui peut trouver, qui a les compétences pour gouverner. Donc, par exemple, chez Socrate, il y a toujours cette idée que voilà, on se moque des hommes politiques, des jeunes qui veulent se lancer en politique alors qu'ils connaissent rien à rien. Dans la République de Platon, vous avez l'idée que qui doit gouverner, c'est les philosophes, bien sûr, parce que qu'est-ce que c'est le but de la politique? C'est d'instaurer la justice. Et qui peut savoir ce qu'est la justice? C'est le philosophe. Donc forcément, il faut que ce soit le philosophe qui gouverne. Et même finalement, chez Aristote, l'élève de Platon, on trouve une défense de la démocratie. Mais cette défense de la démocratie, elle ne ressemble pas du tout à une défense de la démocratie telle qu'on en trouverait dans la plupart des ouvrages actuels. C'est pas l'idée qu'il faut que la volonté du peuple gouverne, c'est pas l'idée que c'est légitime parce que c'est le peuple. C'est non, c'est en fait le plus compétent, c'est le peuple réuni. L'argument d'Aristote en faveur de la démocratie, c'est ça. C'est si vous mettez plusieurs gens ensemble, eh ben, ils seront plus malins qu'une personne tout seul. C'est pas du tout une question de légitimité. C'est vraiment une question de, voilà, c'est la sagesse, c'est l'argument de la sagesse des foules. Donc là, j'ai pas le temps de vous le lire, mais je vous laisserai lire cet article, ce passage des Politiques d'Aristote, où il fait vraiment cette analogie en disant, effectivement, un homme bon tout seul, un homme doué tout seul, il peut être meilleur que deux ou trois hommes, mais si vous mettez tous les hommes ensemble, ils se corrigent et ils arrivent à une sorte de consensus qui sera meilleur en moyenne que le verdict de l'homme seul. Vous savez, c'est un peu ce qu'on appelait la sagesse des foules au 19e. Je ne sais pas si vous connaissez ces expériences. Ces expériences qui ont été utilisées pour défendre l'idée de sagesse des foules, c'est par exemple de trucs qui sont parus dans les papiers, dans les journaux scientifiques à la fin du 19e siècle. Ah, je ne me rappelle plus l'auteur, mais c'est un statisticien, où en gros, on prend
une foire, hein, vous savez, comme ça avait lieu. Et il y a le truc où il faut peser le cochon puis donner le poil plus approchant pour gagner le petit cochon. Voilà. Ils font ça avec la marmite dans le collège où je suis, mais avec les petits cochons, c'est plus rigolo. Euh, L'idée, c'est qu'il y a des statisticiens qui sont amusés à grapher un peu les réponses des gens. Et en fait, les gens convergent, les gens pris en groupe convergent vraiment vers la bonne réponse. Et en général, la moyenne des réponses, enfin la médiane plutôt, et en général, la bonne réponse. Le truc est le plus près de la bonne réponse. Bah, l'idée d'Aristote, c'est un peu ça, quoi. Les gens individuellement sont pas forcément très bons, mais si on les met tous ensemble, eh ben, ils peuvent réussir à trouver le truc. Donc, vous voyez vraiment, même la défense de la démocratie dans l'Antiquité, c'est qui est le plus compétent, qui doit gouverner dans le sens qui est le mieux placé pour prendre les décisions, parce que qui est le plus doué pour prendre les décisions. Euh, voilà, ça je ne vais pas en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, à l'époque moderne, en fait, c'est une nouvelle question qui se pose. C'est pas qui est le plus compétent pour gouverner, c'est qui a le droit de gouverner. Ce qui n'est pas la même chose, vous voyez. Qui est légitime pour gouverner. Par exemple, imaginons que demain, euh, un dictateur envahisse la Suisse parce qu'il considère être plus compétent pour diriger la Suisse. Et effectivement, il est effectivement compétent, et tout va mieux, maintenant qu'il est là. Bah, vous pouvez considérer qu'il est plus compétent comme gouvernant, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de gouverner. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Parce qu'il est un peu arrivé par la force à un coup d'État. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux questions différentes qui ne sont pas vraiment distinguées dans la philosophie antique. Ce qu'il faut garder en tête quand on dit la philosophie antique, parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, il faut vraiment que les gens compétents dirigent. Je vais peut-être créer une petite dictature, parce que clairement, je suis plus compétent que les autres. Donc résister à cette envie, parce que la compétence n'est pas la seule question, il y a aussi la question de la légitimité, hein, la question du droit. Qui a le droit de gouverner? Et ça, c'est une question assez importante, hein, c'est la distinction qui est faite entre le fait et le droit, qui va être beaucoup discutée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Hein, donc, il y a ce qui est le cas et il y a ce qui devrait être le cas, ce qui est légitime. Hein. Un exemple classique, c'est par exemple la distinction qu'on fait en philo entre la possession et la propriété. Posséder un objet, c'est l'avoir sous la main. Par exemple, je possède ce téléphone, mais est-ce que j'en suis propriétaire? Bah, c'est pas évident, peut-être que je l'ai chouré à quelqu'un dans la rue ce matin. Hein. Peut-être que je le possède, mais que je n'ai pas le droit de le posséder. Est-ce que vous voyez la distinction? Être propriétaire, c'est pas juste avoir un objet, c'est avoir un objet légitimement. Être le légitime, la personne légitime à utiliser l'objet. Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux? Donc, par exemple, quand on dit qu'on est le propriétaire d'un objet, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a, on peut se l'être fait voler, on reste quand même le propriétaire. Par contre, on n'est plus trop le possesseur de l'objet en question, si on se l'est fait voler. Donc la question qui est posée à ce moment-là en politique, c'est la même question. C'est de savoir est-ce que les personnes qui ont le pouvoir, par exemple les rois, ce sont juste des possesseurs de pouvoir ou est-ce qu'ils sont des personnes légitimes à avoir ce pouvoir? Et il se trouve encore une fois qu'un personnage très important sur cette question, ça va être Locke. Voilà. Locke, c'est vraiment un personnage charnière hein, au XVIIe siècle, qui pose les bases de beaucoup de trucs à la fois en théorie de la connaissance, comme on l'a vu, mais en théorie politique. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord avec lui. Alors, comme je disais, Locke, lui, il écrit dans un contexte qui est bien précis, c'est le contexte des révolutions anglaises. Il y a eu une première révolution anglaise, comme je disais, qui a très mal fini, qui a dégénéré en guerre civile, et une qui a bien fini, et qui a fini sur la Déclaration des droits de 1689, qui donne le pouvoir principalement au Parlement. Et Locke, lui, il écrit plutôt dans ces zones-là. Alors, l'ouvrage principal de Locke, dont Voltaire va s'inspirer, entre autres, c'est le traité sur le gouvernement civil. Alors, il y a deux traités, il y en a un qui est assez peu lu et il y en a un qui est bien lu. Pourquoi le premier est assez peu lu? Parce que le premier, c'est vraiment du head post. C'est Voltaire qui prend un bouquin qui était beaucoup lu à l'époque et qui va chapitre par chapitre expliquer pourquoi le livre est débile. C'est très drôle, mais vous avez peut-être d'autres choses à lire. Mais c'est très drôle. En gros, le premier livre, en fait, réfute l'idée de la légitimité, en fait, travaille beaucoup la monarchie, quand même, à l'époque, hein, d'asseoir sa légitimité. Et le livre qu'attaque Locke, c'est un livre qui défend l'idée que les rois sont légitimes parce qu'ils héritent leur pouvoir, parce que le pouvoir peut être hérité, et ils héritent leur pouvoir légitime d'Adam. Facile. Je veux dire, Dieu a donné à Adam le pouvoir de diriger les hommes, les types héritent leur pouvoir d'Adam, c'est quand même super légitime. Alors bon, vraiment le premier traité, si vous voulez dire un jour, c'est vraiment un massacre absolu, c'est assez ridicule. Locke explique à quel point c'est ridicule. Déjà, généalogiquement, ça va être quand même assez costaud. Ensuite, il y a un peu le problème que, Adam, c'est un peu le père de tous les hommes, quoi. Donc, il faut que ça passe uniquement par la branche aînée. Ça va être encore plus dur de démontrer que vous descendez d'Adam, de la branche aînée. Je ne sais pas à quel point essayez, tentez le coup, ça peut valoir le coup. Hein. Et il y a aussi le problème que, déjà, il n'y a pas de raison que ça passe que par les hommes, parce que dans la Bible, c'est pas dit. Hein. Et en plus, dans
dans la Bible, apparemment, il fait tout un travail d'exégèse où Dieu donne le pouvoir à Adam et à Ève, donc il y a des problèmes comme ça. Donc c'est assez marrant, puis il y a vraiment des passages où Locke dit clairement où Locke est clairement en train d'écrire, je pense que l'auteur était bourré quand il a écrit ce passage, vraiment il y a des insinuations un peu comme ça. Et une fois qu'il a démoli ça, il faut qu'il passe à la suite, et la suite c'est de dire quelle est l'origine du pouvoir légitime, et c'est ce qui est défendu dans le second traité du gouvernement civil, qui est vraiment un des ouvrages les plus importants historiquement, par exemple pour l'idée de droit de l'homme ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est la thèse principale du second traité? Puis on va finir là-dessus pour aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le contractualisme. La première thèse, c'est le contractualisme. C'est l'idée que ce qui donne naissance à la société civile, c'est un contrat entre les êtres humains. Qui, en gros, à l'origine, il y a eu une sorte de contrat dans lequel les êtres humains ont décidé d'obéir à l'État, de confier un pouvoir à l'État. Et ce qui rend légitime le pouvoir de l'État, c'est ce contrat. Mais le problème, c'est que ce contrat, c'est pas un blanc-seing. C'est pas voilà, on te donne tout le pouvoir et tu fais ce que tu veux. Hein. Le contrat, c'est l'idée que l'État existe et on lui obéit parce qu'il a une mission à remplir. Et s'il ne remplit plus cette mission, alors son pouvoir n'est plus légitime. Alors, quel est le but de ce contrat? Quelle est la mission de l'État dans ce cas-là? C'est de faire respecter ce que Locke appelle le droit naturel ou la loi naturelle. Alors, la thèse fondamentale de Locke, qui est très débattue, très débattable, c'est l'idée que le bien et le mal ne sont pas créés par les lois humaines, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont bien et mal à l'état naturel. Pas qu'on croit bien ou mal, mais c'est l'idée qu'il y a vraiment des droits fondamentaux naturels qui font que, même en l'absence de loi, il y a des choses qui sont permises et interdites, bien et pas bien. Par exemple, même si vous viviez dans... Alors, un des trucs fondamentaux de Locke, c'est le droit de propriété. Imaginons que j'ai travaillé très dur dans l'état sauvage pour me construire ce formidable t-shirt en noix de coco, cherchez pas. C'est le fruit de mon travail, je suis très content. Ce que dit Locke, c'est que même s'il n'y a pas de loi pour me défendre, si vous arrivez, que vous me volez mon t-shirt en noix de coco, eh ben c'est mal. C'est déjà mal parce qu'il y a un droit naturel à la propriété. De la même façon, si vous êtes dégoûté par mon t-shirt en noix de coco et vous pensez qu'une personne qui a un goût comme ça n'a pas le droit de vivre et que vous m'assassinez, même s'il n'y a pas encore de loi contre, ça reste toujours mal parce qu'il y a quand même un droit naturel à vivre, même si vous avez des goûts détestables. Hein. C'est ça l'idée fondamentale de Locke. C'est vraiment qu'il y a des droits qui préexistent à toute société humaine. Il y a des choses qui sont objectivement bien ou mal. Et c'est dans ce sens qu'ils sont naturels. C'est pas dans le sens où c'est un rapport avec la nature, les arbres, les oiseaux. Hein. C'est naturel dans le sens où ça n'est pas social ou culturel. Ce sont des... Voilà. Quand on fait une déclaration des droits de l'homme, c'est la même idée. Hein. Vous dites que partout, les êtres humains ont droit de s'exprimer, de vivre, d'avoir accès à l'éducation, d'être en bonne santé. Ce que vous dites, c'est que même si dans leur pays les lois disent le contraire, eh ben les lois ont tort. Parce qu'en vrai, objectivement, c'est ça qui devrait se passer. En gros, ce que Locke propose, c'est qu'il y a un standard objectif auquel comparer les lois des pays. Il y a des choses qui sont bien ou mal naturellement, et justement, on peut comparer ce que fait un État à ces standards. Du coup, quel est le but du contrat selon Locke? Ben, en gros, ce que dit Locke, c'est que dans l'état de nature, j'ai ces droits naturels. Comme Locke insiste beaucoup, j'ai le droit de faire respecter moi-même la loi dans l'état de nature. Par exemple, si vous m'avez volé mon t-shirt en noix de coco, j'ai le droit d'aller full Batman et de vous défoncer pour récupérer mon t-shirt. C'est vraiment ce que dit Locke. Hein. Dans l'état de nature, j'ai le droit de faire justice moi-même. J'ai le droit de faire respecter la justice. Mais ce que dit Locke, c'est que par contre, c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Et ensuite, si moi je fais respecter la justice, peut-être que la personne va quand même essayer de me taper en retour. Hein, juste comme ça. Même si ce ne serait pas juste de sa part de me retaper en retour, parce qu'elle avait quand même vraiment mérité en volant mon bien, c'est quand même toujours un risque que la personne réponde par la violence. Donc ce que dit Locke, c'est que ce serait quand même mieux si on avait une force commune, l'État, pour faire respecter ses droits naturels. Donc quel est le but de l'État? C'est une institution que les hommes créent par un contrat auquel ils promettent obéissance et ils confient, et ils renoncent au pouvoir de se faire justice eux-mêmes d'ailleurs, hein, en échange du fait que l'État fasse respecter ses droits naturels. Alors ça vous paraît un truc très standard, hein, je pense maintenant, parce que c'est une idée, comme je dis, c'est une idée très influente, hein, mais ça implique plein de choses fantastiques à l'époque. Parce que déjà, un des droits fondamentaux sur lequel Locke insiste beaucoup, c'est le droit de propriété. Alors pour vous, ça paraît un truc, insister sur le droit de propriété, ça paraît très matérialiste, capitaliste, tout ce que vous voulez. Mais à l'époque, ça veut dire peut-être que peut-être que le roi n'a pas le droit de soulever des impôts toutes les 30 secondes dès qu'il a envie. Ça, c'est important quand même, pour beaucoup de gens à l'époque. De se dire que voilà,
On peut se mettre d'accord sur un certain nombre d'impôts qui sont nécessaires au fonctionnement de l'État, fonctionnement des forces de police, fonctionnement de rien. Mais par contre, on n'a pas le droit de soulever des impôts comme ça et de me prendre ma propriété juste parce que c'est une lubie de l'État de financer tel truc. Et ça, c'est quand même très important à l'époque. Il y a aussi ce qui est très important à l'époque, bien sûr, le droit de religion. Parce que là, on vient de sortir d'une petite période tendue en termes de guerre de religion. Et l'idée que finalement, peut-être que ce serait mieux que l'État n'ait aucun mot à dire sur la religion des gens et que son but, ce soit juste de laisser aux gens le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent en les défendant contre les gens qui veulent s'en prendre à eux pour leur religion, ce serait peut-être mieux. Donc ça, c'est vraiment une idée très, très fondamentale. Et cette idée-là, elle va donner naissance justement, via les Lumières et d'autres choses, à ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Comme je l'ai déjà dit, en 1689, il y a une Bill of Rights en Angleterre, la Déclaration des droits. C'est juste comme les Français sont meilleurs en communication, on retient surtout celle de 1789, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Mais c'est vraiment cette idée-là. Il y a des droits fondamentaux et on peut décider si un gouvernement est légitime ou illégitime en se demandant est-ce qu'il respecte et fait respecter ses droits fondamentaux. Parce qu'il y a vraiment les deux trucs qui sont importants. C'est que pour les philosophes de l'époque, et pour ce qu'on appelle le libéralisme, je vais y venir, laisser une seconde, il y a des menaces extérieures à mes droits. Mais une des menaces principales, c'est aussi l'État. C'est vraiment le berceau du libéralisme, c'est ça. C'est que peut-être qu'une des choses contre lesquelles il faut le plus se défendre, c'est l'État lui-même. Et remettez-vous dans le contexte de l'époque et vous verrez que ça a beaucoup de sens. Donc le libéralisme, qu'est-ce que c'est? C'est la philosophie politique qui est vraiment née à l'époque et qui est vraiment dominante dans la philosophie des Lumières. C'est l'idée qu'il existe des libertés fondamentales. La liberté de vivre, la liberté de s'exprimer, la liberté de religion. Et le but de l'État, ça doit être de faire respecter ces libertés, et toute privation de liberté qui est infligée à un citoyen ne peut être justifiée que parce qu'elle augmente les libertés en général. Donc, par exemple, je peux limiter votre liberté de poignarder les gens, parce que ça augmente quand même la liberté des gens à profiter de leur vie, quoi. Mais sinon, il n'y aurait pas de base. Oui? Je ne trouve pas l'homme qui construit défend la démocratie, non? Pas vraiment. Alors, attendez, je finis ça, puis on en parle juste après, parce que là, c'est la fin du cours. Donc, voilà, je vous laisse ici. Du coup, donc ça, c'est pas l'examen de janvier, parce qu'on n'a pas fini. On va reprendre là-dessus. Donc, moi, ce que je vous demande juste d'avoir lu pour la rentrée, parce qu'on va beaucoup en parler, c'est juste le deuxième traité de Rousseau. Je mettrai ça sur le Moodle. Le traité sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes, parce que ça va permettre de rediscuter beaucoup de ces trucs-là et de connecter ça à la question du bonheur, justement. Tout ça a un lien. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande de lire pour le second semestre. Et donc voilà, s'il n'y a pas ceux qui ont des examens, venez me voir, moi je réponds aux questions. Donc pour répondre à votre question, ça dépend en fait de ce qu'on appelle démocratie. C'est tout le problème quand vous lisez un titre. C'est tout le problème quand vous lisez un traité. Par exemple, Rousseau rejette la démocratie, mais parce que pour lui, dans son livre, démocratie, ça veut dire que tous les pouvoirs, y compris le pouvoir exécutif, les décisions de tous les jours, sont prises par tous les citoyens. C'est-à-dire que par exemple, si on décidait, est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille saler plus dans le canton de Vaud parce qu'il a plus neigé et qu'on alloue plus d'argent à tel canton, il faudrait qu'on se rallie tous pour prendre cette décision-là. Donc il dit oui, en général, si vous êtes plus de 10 dans un pays, ça ne va pas gérer. Alors Locke, ce qu'il défend, c'est un régime représentatif. C'est-à-dire il défend l'idée que ce que Locke défend le plus, c'est ça. C'est déjà la personne qui fait exécuter les lois, le pouvoir exécutif, doit être distinct de la personne qui vote les lois, pour des raisons à peu près évidentes, qui est qu'il ne faut pas que les gens choisissent les lois qu'ils font appliquer pour leur intérêt. Et ensuite, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes dans le... La question, c'est qui doit voter les lois. Ça ne doit pas être une personne toute seule. Ça doit être une assemblée représentative du peuple. Si vous considérez que des lois votées par une assemblée représentative du peuple, c'est la démocratie, alors Locke défend la démocratie. Mais par exemple, Rousseau va dire que ça, c'est pas du tout acceptable, parce que c'est pas vraiment une démocratie. Voilà. Bah oui, parce que c'est l'Angleterre. L'idée, c'est que si le monarque se cantonne au pouvoir exécutif, il n'y a pas de problème. Avoir un pouvoir exécutif fort et centralisé, Locke dit, à partir du moment où on peut vérifier et on a du contrôle là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut vraiment voir que le pouvoir exécutif, c'est juste l'exécution de ce que les lois ont décidé. Là, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui centralise le truc, pour Locke, c'est tout à fait viable. D'ailleurs, c'est le modèle anglais de l'époque. C'est le pouvoir exécutif, ça reste la couronne, puis le pouvoir législatif, ce sont les parlements. Donc ça, il n'y a pas de problème pour lui. C'est pour ça que c'est très important de voir de quel pouvoir on parle quand on parle de démocratie.